La mission du Journal du Luxe, vraiment, c'est d'être, donc, le territoire, ni vassal, ni casseur, si tu veux, c'est ici, mais de servir concrètement la résilience des décideurs du luxe. On a cette dimension décideur. C'est d'apprendre, en fait. Apprendre, transmettre. Là, aujourd'hui, depuis 2020, c'est ce qu'a défini Bernard Arnault. Nous sommes, à Vuitton, nous ne sommes pas une maison de luxe, c'est une maison culturelle. Il y a un rapport entre Saint-Laurent et Gainsbourg. Tous deux, qui étaient des génies, se considéraient des maîtres, mais d'art mineur. Alors c'est intéressant parce que l'artisan contemporain, c'est un concept qui vient d'Hermès. Tu sais, c'est Hermès. Bien opposé la Djenné à Hermès. Voilà, Jean-Christophe Bain, le CEO de Bulgari. Il m'explique en quoi une chanteuse égérie pour le luxe est beaucoup plus intéressant qu'une actrice ou un acteur. Mais la différence, en fait, c'est le live. C'est l'authenticité. Pour la génération Z, si t'es pas de l'art, t'es pas du luxe. Donc ça veut dire, si tu la joues trop modeste, ça ne va pas. Il faut avoir ce complexe de supériorité artistique. L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Loudana et bienvenue dans les podcasts du luxe. Je suis docteure et cofondatrice de la FinTech Grace, qui permet aux marques de luxe de protéger leurs biens exceptionnels afin que leurs clients les portent en toute sérénité partout dans le monde. Ces dernières années, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer certains des plus importants dirigeants et grands noms du luxe qui, à travers leur histoire, ont créé celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Je viens de sortir Génération Z et Luxe et on ne peut pas parler de la Génération Z sans dire de grosses bêtises si on ne vit pas autour d'eux, avec eux. Et cette école qui existe depuis 8 ans, c'est mon laboratoire, c'est mon lieu d'expérimentation, de ping-pong permanent avec eux. Donc je trouve que c'était un beau lieu d'inspiration pour ton podcast inspirant. Ces leaders exceptionnels ont accepté de se livrer dans le podcast afin de vous raconter ce qu'il se cache derrière des pièces iconiques comme un sac Hermès ou encore une montre Bulgari. Comment ces groupes comme LVMH, Richemont ont bâti de tels empires. C'est toutes les questions de toutes les marques de luxe aujourd'hui. Des parcours impressionnants qui vous marqueront à jamais. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi afin de vous partager en exclusivité des conversations inédites et sans filtre avec les leaders de cette industrie. Bonjour Eric. Bonjour Lou. Ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast du luxe ici aux locaux de Paris School of Luxury. Parfait. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire justement un peu ce que ça représente pour toi d'être ici ? C'est important, c'est un lieu pour moi que j'ai choisi vraiment symbolique. Je viens de sortir Génération Z et Luxe et on ne peut pas parler de la Génération Z sans dire de grosses bêtises si on ne vit pas autour d'eux, avec eux. Et cette école qui existe depuis 8 ans, c'est mon laboratoire, c'est mon lieu d'expérimentation, de ping-pong permanent avec eux. Donc je trouve que c'était un beau lieu d'inspiration pour ton podcast inspirant. Ah, merci. Eric, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter ? Alors, je m'appelle Eric Brionne. Comme je dis, je suis un planeur stratégique polymathe. Planeur stratégique, qu'est-ce que c'est ? C'est un métier assez rare. On va dire simplement que moi, ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est la transmission. Le planning stratégique, c'est la transmission des tendances, des concepts, des plateformes de marque. Et pourquoi polymathe, en fait ? C'est que j'ai 3 vies. J'ai une première vie, en effet, dans cette école que j'ai co-créée il y a maintenant 8 ans. On en reparlera des origines ici. Donc, il y a l'école, lieu de transmission. Il y a le journal du luxe, où j'ai le plaisir d'être DGA et vraiment Non, DG. Je me dis toujours DGA. Non, je suis DG. Directeur. Oui, voilà, donc je refais. Donc voilà. Donc, tu peux être adjoint si tu veux. Oui, non, je ne sais pas pourquoi j'ai mis adjoint, mais bon, voilà, c'est la fatigue. Donc, le deuxième, c'est le monde des médias, Journal du Luxe, où j'ai le plaisir d'être DG. Ça, j'adore ce rôle, puisque c'est un rôle à la fois rédaction, à la fois dans tout le travail de business model, on en reparlera ici, donc de la régie publicitaire. Mes médias aussi, c'est le travail que j'ai
sur BFM Business, dans l'émission Iconic Business, avec du coup tout ce travail de détection, décryptage, avec Audrey Maubert, avec une liberté totale, et c'est un pied là aussi monumental, mais aussi LinkedIn, puisque c'est un média à travers, en effet, cette rubrique quotidienne, il est 8h mon seigneur, donc on voit transmission école, transmission média, mais aussi transmission de planning stratégique dans ma société, qui a un laboratoire de planning stratégique pour le luxe, la mode et la beauté. Donc le point commun, tout ça, c'est la transmission, et le point commun, c'est du planning stratégique, parce que je fais du planning stratégique à l'école, en médias et en planning classique pour des grands clients. Et accessoirement, tu écris des livres aussi. Oui, c'est dans l'activité aussi, planning stratégique, on va dire ici. Bon, en plus, il ne faut pas le dire, mais Eric n'aime pas écrire, et pourtant, tu fais que ça. Oui, moi je suis un enfant de PowerPoint, entre guillemets, tout le monde hurle par rapport à PowerPoint, mais non, parce que je pense que je suis un homme de médias, d'images, et donc du coup l'image, j'ai fait des émissions sur Internet, j'étais blogueur, beaucoup la vidéo, et finalement je trouve que beaucoup de montage. Et je trouve que j'aime PowerPoint parce que je retrouve mon activité de monteur ici pour adosser les idées. Mais en effet, oui, l'écrit est indispensable. C'est toi qui écris tout sur le mais complètement. C'est toi. Ah oui, non, mais ça, c'est moi. Donc, bien aidé aussi par ChatGPT qui m'aide. Ah non, mais je l'assume. Bah oui. Ah, mais j'assume complètement. Alors, c'est pas pour trouver les idées, c'est pour fluidifier et pour gagner ici. Donc, alors c'est clair que ChatGPT ne trouve pas d'idées, ne trouve pas d'insight ici, mais pour fluidifier la pensée, trouver de l'impact. Vraiment, et pour moi, j'utilise la Gen AI vraiment un peu comme un outil de montage. En fait, j'ai la pensée, j'ai un bout, j'ai un texte, et puis comme une sculpture, on essaie de faire quelque chose qui tient la route, qui est impactant. Et donc, du coup, j'utilise beaucoup, en effet, ChatGPT dans cette dimension d'écrit pour fluidifier et aussi avoir un rendez-vous, parce que moi, je viens du web 2.0, des blogs, du début du digital. Des cheveux gris, tiens. Ouais, j'adore. Mais le secret d'un succès, et je pense que tu l'incarnes à travers ton podcast, c'est la notion de rendez-vous. Donc, il faut donner des rendez-vous, et pour des rendez-vous, il faut une fréquence à tenir, et donc délivrer une quantité de contenu qui est, ma foi, exponentielle. Donc, tu es, on va dire, un homme de lettres, mais visuel. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est totalement, c'est très très bien mis en scène, parce que le planning stratégique, c'est des mots concepts. Et donc, tu vas expliquer un peu ce que c'est. Oui. Est-ce que Eric, avant qu'on aille dans les détails de tout ça, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent absolument pas ce que c'est planeur stratégique, est-ce que tu pourrais nous dire déjà d'où tu viens ? T'as grandi où ? Dans quel genre de famille ? Pourquoi le luxe ? Enfin, tu vois. Bien sûr. Donc un peu, d'où tu viens ? Alors moi, c'est simple, je suis parisien. Je suis un grand aventurier, je suis né dans le 16e, j'ai toujours vécu dans le 15e, donc voilà. Donc vraiment un vrai de vrai parisien, mais qui est complètement tombé amoureux de la montagne il y a quelques années, et mon futur est dans les neiges, on en reparlera ici. Non, je suis d'une famille petite bourgeoisie, on va dire, mais un père qui était banquier et une mère qui était couturière. Et là, le rapport au luxe est né dans la couture et dans un environnement qui était pied noir. Donc, rapatrié d'Algérie en 1961. Donc, le rapport à la résilience est extrêmement important. Ma famille a dû se réinventer en permanence ici. Ce n'était pas du tout des grands bourgeois, bien au contraire. Des gens du peuple qui se sont élevés avec cette résilience au cœur. Et donc, ma mère était couturière de femmes bourgeoises. Un métier qui n'existe absolument pas, puisque à son époque, le prêt-à-porter n'existait pas vraiment, ou alors c'était vraiment très très cher. Et donc c'était vraiment la couturière bourgeoise où elle avait des clientes qui venaient à la maison, et c'était dans une culture du sur-mesure, inspirée des grandes créations de Chanel et autres. Par exemple, une des grandes clientes de ma mère était la Marie-Lou de Paul Naref. Donc la chanson Marie-Lou, en fait, c'était Marie-Noël, c'était ma tante ici. Donc j'étais dans cet univers assez intéressant. Du côté de ma mère, en plus, d'une famille qui était un des barons de Pigalle et des cabarets, où j'ai fait beaucoup de cabinets de curiosité. Donc il y avait un côté, on va dire, il y avait ce côté très saltimbanque qui était là. Mais ma mère, donc, c'était la mode. Donc j'ai vécu avec l'officiel, quoi, ici, avec les clientes, avec le bâti. J'ai essayé de faire même une robe à ma mère, c'était une catastrophe. Donc, mais c'est amusant parce que le luxe, en fait, cette passion, c'était plus la création, c'était l'image, c'était les médias.
Et je suis rentré chez Publicis en 1998, je suis resté presque 20 ans et je suis rentré par les médias. Je suis rentré en même temps qu'Internet ici. Et, mais de base, tu voulais être publicitaire? Oui, ma passion c'était les médias et créer des émissions, des concepts. Tu voulais être journaliste? Tu as fait des études de journaliste? Non, pas du tout. Moi j'ai fait une business school, j'ai fait l'ISG et après j'ai fait un MBA en marketing B2B. Enfin bon, voilà, je me suis cherché, mais j'avais toujours cette passion des médias. Je suis rentré dans les médias par le prisme publicitaire, en fait. Chez Publicis Conseil, ça s'appelle la conception média, c'était comment on pouvait faire la créativité média. Donc en fait, d'un budget d'1 million, comment tu arrives à faire 1 million qui se transforme en 10 millions avec cette créativité-là. Je me rappelle très bien, j'avais Renault comme client principal, il y avait une nouvelle Renault qui arrivait en fin d'année, on avait fait un spot à l'époque, tout spot publicitaire TF1 le 31 décembre, les pubs les plus populaires de l'année, elles étaient retournées, on avait changé le doublage pour dire bienvenue à la Renault 5. Donc c'est ça la créativité média qui est toujours là en fait. Et en même temps, je suis arrivé chez Publicis avec le début d'Internet. C'est-à-dire que la première présentation Yahoo à l'époque, j'étais stagiaire à faire le PowerPoint. Donc j'ai surfé sur Internet, parce que c'était du média, ni plus ni moins, en agence digitale. J'ai créé Publicis e-brand avec 4 autres associés. Publicis e-brand, c'était les marques électroniques, les marques Internet, les e-brands. Ça a cartonné donc c'est au féminin.com, via Michelin. Enfin, ces marques ont cartonné pendant 2 ans. Peu après, il y a eu la bulle Internet et elles se sont écroulées. Et on a eu une chance incroyable, c'est que du coup, chez Publicis e-brand fait de la perte. On est ingurgité par Publicis et nous, qui était la première agence de luxe du groupe Publicis avec Hermès comme client principal. Et on est venu chez Publicis et nous pour réinventer Publicis avec du planning stratégique parce qu'il n'y avait pas de planning stratégique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Planning stratégique, c'est en fait, le planeur stratégique dans les agences, c'est l'avocat du client. Dans les agences, il faut savoir qu'il y a 2 maîtres en fait. Il y a les clients ici. Donc quand je dis le client, c'est la marque ici. Et les agences ont peur des marques. Les agences ont peur de dire la vérité des marques parce qu'on est en compétition permanente ici. Moi, j'ai jamais eu peur de dire la vérité aux marques, j'ai pas peur là-dessus. Ce qui posait des problèmes. C'est-à-dire que pour moi, quand on va voir une agence, c'est qu'on a un problème. C'est un peu comme chez le docteur en fait. Tu as un problème, tu as envie de régler le problème. Si tu dis... Ou tu n'as pas les talents dans la maison. Exactement. Et même, tu as besoin d'avoir un point de vue extérieur. Et ce point de vue extérieur, c'est le planeur stratégique. Le planeur stratégique qui dit, premièrement, moi, je suis l'avocat du client, de vos clients. Si le client le planeur stratégique, il est au sein de l'agence? Il est au sein de l'agence. Il y en a de plus en plus dans les maisons, mais c'est plus de l'innovation et c'est plus des ingénieurs ici. Là, on est plus dans un métier un peu sociologique. Donc, notre métier, c'est de savoir lire dans les gens. Il y a un côté médium ici. Moi, dans ma famille, il y a un rapport au magique qui est très clair. Ma mère était un peu médium ici, donc il y a ce rapport au magique. On va tirer les cartes en fait après. Oui, j'avais ma tante qui tirait les cartes. On avait vraiment, dans ma famille, on était très potes avec Victor Hugo et on a initié Victor Hugo aux tables tournantes. Donc juste ce rapport au magique qui était là. Et le luxe, c'est de la magie. C'est pas que des tableaux de chiffres et de la rationalité. Et le problème, c'est qu'on a tellement analysé le business model du luxe que le luxe a perdu sa magie. Quand le luxe perd sa magie, il perd sa value for money in fine. Ouais. Donc, cette dimension magique, le planeur stratégique là, mais avec du rationnel et de la data, donc il est l'avocat du client. Donc, il dit, un peu l'analyste en fait. C'est l'analyste, c'est complètement ça. Mes émissions étaient ce côté psychologique, analyste, le divan, si on se rappelle. Donc, tu vas analyser le client, vraiment, le client, des communautés qui sont désirées, des concurrents en permanence. Donc ça, tu as une partie qui est très analytique, mais qu'il faut transmettre, parce que ça peut être très boring, donc il faut être passionnant. Moi, un de mes métiers que j'adore, c'est les observatoires. J'observe le luxe, j'en fais 400 slides pendant 2 heures et je te passionne. Mais ça, il faut y aller ici. Donc, tu analyses. Et en même temps, tu es un peu le gardien de la marque aussi, parce que ton outil de travail, c'est la plateforme de marque. Mais souvent, la plateforme de marque, elle date de 5 ans, 10 ans. Et les personnes que tu vois, elles ont 6 mois de métier. Et ainsi. Donc,
tu vois, tu es à la fois l'avocat du client, l'avocat de ce que doit être la marque pour être sincère, pour être dans la vérité. Exact. Et tout le temps, mais aussi, et moi c'est ma particularité, ce côté révolutionnaire, parce que si on est dans l'ADN, on s'encroute, on est au musée, et moi j'aime cette réinvention. C'est pour ça que j'aime tellement la génération Z, parce que cette génération, elle se dit, ok, je veux un corpus fort visuel, mais en réinvention permanente, les ERA ici. Je ne suis pas un planeur stratégique qui s'encroute, je ne suis pas un planeur stratégique comme en termes de médias qui est, entre guillemets, un peu lèche-cul ici. Là, quand tu parles d'agences, c'est des agences de communication. C'est pas, tu ne vas pas aller voir Bain qui vont te faire un conseil stratégique sur... c'est différent. C'est quoi la différence ? C'est assez amusant parce que moi, j'ai quitté le monde des agences, justement, pour créer... Alors, il faut dire l'origine un peu de Paris School of Luxury. Alors, en fait, j'avais déjà créé une première école, tout étant chez Publicis, dans le groupe, qui est ISG Luxe aujourd'hui. Mais j'en pouvais plus du modèle agence. J'en pouvais plus parce que je le trouvais trop politique, trop... c'est pas trop poli, mais trop respectueux de la marque, mais c'est pas du respect, c'était de la flatterie. Et moi, j'aime pas flatter, j'aime bousculer ici. Je me rappelle, un des premiers bouquins que j'écris sur le luxe, qui s'appelait Génération Y et Luxe, c'était les millénials. Il me disait, mais comment tu parles de Burberry, c'est pas une marque de luxe. La marque de luxe, c'est Hermès. Oui, ça tombait bien, je conseillais Hermès. Et si j'allais voir Hermès, je n'allais pas leur dire, Hermès, vous êtes le temple du luxe. Non, Hermès, il veut voir les choses, prendre du recul ici. Donc, on a cette dimension, tu vois, qui était vraiment là. Et puis, surtout, il y avait une particularité, c'est le rapport à la jeunesse, qui toujours m'a passionné. Donc, c'était les millénials à l'époque, la génération Y. Aujourd'hui, c'est la génération Z. Et demain, c'est la génération Alpha. Je suis passionné par la jeunesse. Pourquoi ? Parce que je pense que je suis un adolescent éternel. Donc j'ai ce côté adolescent. La jeunesse, pour moi, c'est le secret, j'ai employé le mot de la résilience. Moi, je suis obsédé par la résilience du luxe. Elle me fascine. Mais la résilience, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se réapprend ici. Et je pense, moi s'il y a tu dis un créateur qui me fascine, qui m'a fasciné, c'est Yves Saint Laurent. Et une de ces phrases de Saint-Laurent, c'est « l'important, c'est de durer ». Pour durer, il faut se connecter à la jeunesse. Pour comprendre, pour être résilient, il faut comprendre la jeunesse, comprendre ce qu'elle veut, savoir la comprendre, savoir la séduire, entre guillemets. Et c'est ce qui m'a guidé. Et c'est amusant parce que chez Publicis, à un moment donné, donc ça, ce que je te dis, c'était il y a plus de 10 ans, on avait un brief sur 2 sur la cible de la génération Y des millennials, qu'on traitait comme les autres, très mal, avec une pauvre étude achetée tous les 3 ans et en interviewant le stagiaire, entre guillemets, qui était là. Donc, mais c'était vraiment ça. En disant, nous on sait. Pour savoir, il faut avoir l'humilité de vivre avec vraiment les gens que vous étudiez, et ainsi de suite. Donc l'école est venue aussi beaucoup à cause de ça. Et à un moment donné, je suis parti complètement du modèle d'agence. Et en plus, j'avais eu des propositions d'autres agences, des Farid et autres, mais je ne me sentais pas... je pouvais être qu'à Publicis en termes d'agence. Et ce qui est très amusant aujourd'hui, donc avec le journal du luxe, je parle sur la partie régie, je parle beaucoup plus sur les nouvelles agences. Les nouvelles agences vraiment désirables, c'est moins les Publicis, mais c'est plus les Accenture, c'est plus les Capgemini, qui ont une vision globale, si tu veux, du conseil, mais en partant de l'infrastructure, de la supply chain. Et avec eux, c'est vrai que les échanges sont passionnants ici et on fait des choses très très fortes. Donc voilà un petit peu l'histoire. Mais par exemple, tu vois, je pense que tout le monde sait ce que c'est Publicis, mais en même temps, tu font tellement de trucs. Toi, quand tu arrivais là-bas, exactement, c'était quoi dans le job que tu fais, dans le sens où... est-ce que tu as un cas concret ? Par exemple, tu as donc Hermès qui te dit, voilà... très bien. Alors c'est amusant parce que quand faut vraiment faire comprendre en fait de ce que c'est parce que c'est des agences de pub, mais en même temps tu parles c'est aussi des agences de communication, ça peut être très large, mais tu as de la créativité. Donc toi, parce que pour revenir à la première question, donc elle les a avec un brief, ensuite il faut délivrer, je sais pas, une campagne de communication, mais parce que tu sais, comme il y a un truc de planning. Bien sûr. Est-ce que c'est de dire, alors, il faut que ce soit là, parce que là, c'est pas les vacances, parce que là, c'est avant ça? Non. Ou pas du tout? Non. C'est le média planning, ça, en effet, qui est souvent, on le résume ici. Je vous donne un cas concret. Moi, j'ai un client qui m'a fait. Ce client, c'est le Printemps. C'est le grand magasin. À l'époque, il appartenait à PPR, anciennement Kering. Et un client retail, c'est extraordinaire. Surtout grand magasin. Parce qu'un client retail, il faut avoir les yeux
dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Tu vois, tu as un côté pragmatique et rêveur ici. Et typiquement, donc, on reçoit un brief. On était une petite agence, un publiciste, puis une petite agence. On avait une dizaine de concurrents en nous disant, et voilà, on a un brief, on veut être concurrent des Galeries Lafayette. Et le seul item de différence fort Printemps Galeries Lafayette, c'était le thème de modernité, de contemporanéité. Je me suis baladé dans le grand magasin, j'ai interrogé les gens. Et en fait, ce côté contemporain, comme un médium, ça a vibré. Et est arrivé un concept. Donc là, tu vois, la première phase, j'ai étudié leur brief, leur plateforme, interrogé les gens. Je me suis dit, mais ici, le grand magasin, c'était le cœur du monde contemporain. Contemporain, c'est hyper intéressant, le mot contemporain. Contemporain, c'est le meilleur du passé, du présent et une vision sur le futur. Et le cœur, tu vois, donc cœur sélection. Et ça, c'est quelque chose, en fait, ils ont adoré, ils ont choisi l'agence. Ils n'ont pas osé signer cœur du monde contemporain, et c'était une erreur. Mais par contre, ils disaient, Eric, c'est quoi être contemporain? Et c'est là où j'ai créé l'Observatoire du monde contemporain. Donc tu vois, voilà un exemple. Un deuxième exemple que tu citais par rapport à Hermès, le dernier travail que j'ai fait pour Hermès, c'était le lancement de Twilly. Twilly, parfum jeune, déjà, alors pré-Z, voilà, millénial. On a travaillé 6 mois avec Hermès pour comprendre cette génération. Et ma recommandation... Et comment bien l'adresser. Exactement, tout dans Hermès, hein. L'idée, c'est pas en fait, pour toucher ta cible avec ton parfum, ça va simplement résider en une affiche publicitaire, un peu de presse. Enfin, tu vois, et c'est là où c'était fort sur Hermès, parce que sur Hermès, il n'y a pas d'égérie. La star, c'est le parfum. Pas, c'est l'objet. C'est l'objet. Et c'est amusant, là on a la signature chez Chanel qui arrive, voilà, exactement, et d'avoir Bottega Veneta, Monsieur Bottega, la création qui vient faire sur Chanel, qui est un obsédé de l'objet. Il y a cette même culture, tout part de l'objet chez Chanel. Donc faire une campagne de pub ne suffisait pas. Et il est hors de question on peut vouloir comprendre la Z, la séduire, l'influencer sans forcément se transformer en elle. De toute façon, ça ne passerait pas parce que la Z est obsédée par l'authenticité. Un planeur est obsédé par l'authenticité ici. Et c'est pour ça que des fois, je me suis engueulé avec les commerciaux, les créatifs qui voulaient vendre leur création ou faire plaisir aux clients. Moi, je suis authentique, c'est mon obsession, comme la Z ici. Eh bien, sur Twilly, en fait, le truc très simple, c'est qu'un insight que je mettais en avant, c'est attention, ils ne sont pas obsédés par le digital. Le digital n'est pas au centre de tout. Ce qui est valorisant, c'est le physique, le réel, ce qui se touche. Alors que, t'entends les autres, ils disaient, ouais, c'est TikTok, bon, ça n'existait pas TikTok à la place. Et en fait, c'est là où les échanges pendant des mois avec Hermès, il y a eu un coup génial, c'est le Twilly, en fait. Donc le Twilly, c'est un Twilly, c'est tiré de l'écharpe, voilà, ce petit morceau de soie, entre guillemets, qui a le foulard qui est emblématique de Hermès. Voilà, et qui enroule le flacon ici. C'était vraiment le cœur, c'était le concept, c'était le Twilly. Et ça, il n'y avait pas de base. Non. Mais il l'appelait le Twilly ? Oui, il s'appelait le Twilly, mais il n'y avait pas l'idée de mettre forcément ce petit bout de soie, en fait. Et dès qu'on a mis les testeurs de soie, tout était volé ici. Excellent. Et en fait, l'élément déclencheur, ça a été le Twilly, mais de façon très simple. Et ça, c'est le problème avec les agents, si tu veux. J'avais ma recommandation de Twilly sur le réel, mais le film qu'on a produit, qui était propre du directeur de création, n'était pas en phase avec mes recommandations. Et ça, c'était un petit peu l'histoire de ma vie en agence. Je me rappelle très bien les problématiques politiques en agence, où je devais, à la fois, pour mes recommandations, je devais convaincre le directeur, enfin le président de l'agence, le directeur de création, le directeur commercial, à chaque fois. Finalement, mes recommandations, ça devenait une espèce de Frankenstein. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis indépendant. J'ai toujours vendu mes recommandations la première fois, sans retouche. C'est cette chance ici. Donc c'est ça, planeur stratégique. C'est beaucoup de choses à la fois. Ça veut dire il y a un côté médium de la communication, parce qu'on fait de la communication, parce que pour moi, le petit Twilly... C'est de la communication. Mais c'est de la communication avec un C majuscule, si tu veux, qui n'oublie pas le produit, qui est dans l'authenticité. Et j'ai ce goût, c'est pour ça que j'adore cette, entre guillemets, si tu veux, j'adore cette phrase d'Elroy, mon métier, c'est de savoir lire dans les gens. Et c'est ce que je vis sur Génération Z Deluxe, où je vais présenter, que ce soit à Sciences Po et ailleurs, où les étudiants me disent, mais finalement, Brian, vous lisez cette génération mieux que nous, vous mettez les mots.
Oui, parce que j'ai peut-être ce recul-là, et c'est un métier extraordinaire. Puis tu as un œil affiné. Oui, mais tout est une question d'œil, en fait. Hein. Et il y a l'œil, et aussi, attention, il y a à crafter des concepts. Chaque mot, tu vois, enfin, il est 8h, mon senior, ça marque, mais j'ai une exigence. Et c'est pour ça que j'adore. En fait, il y a une signature. Mais il y a toujours, une signature. Le et du code. coup, Le code. Une marque sans code est une marque morte. Et moi, j'adore la GenAI. Je passe 2 heures par jour avec la GenAI. Tu vois, il y a un gros sujet sur les collaborations. Collaboration, c'est, entre guillemets, le coup facile pour plaire à la jeunesse, qu'elle soit milléniale ou Z. C'est facile. Par exemple... Tiffany avec Nike. Ils ont fait des chaussures, enfin du coup des sneakers Nike. C'était juste la virgule de Nike avec le bleu Tiffany. Tout le monde pouvait faire ça, en fait. C'est fascinant, les collaborations. En effet, c'est une arme de séduction très forte sur les aides. Ça marche, c'est comme ça marche, Patek, oui. etc., Ça marche, oui et non. Tiffany. Oui, les bonnes marchent, mais ça demande beaucoup d'argent. Pourquoi celle-là, elle n'était pas bonne par rapport justement à la Patek avec une Tiffany? Parce que tout ça, oui, tu vois, il y avait une vraie hybridation, en fait. Là, c'est simplement, je colle l'image. C'est pas assez authentique. Parce que tu me diras de la joaillerie et haute joaillerie avec une montre comme Patek, si c'est bien que Patek. Oublie l'authenticité sur les collaborations. Oublie l'authenticité. En fait, moi j'ai beaucoup travaillé sur les collaborations. Les collaborations, c'est la guerre, en fait. C'est la guerre entre deux marques. Il y a toujours un dominé, un dominant, en fait. C'est une guerre de code. C'est comment, toi, tu vas te métisser à l'autre. Mais c'est un rapport de force. À chaque collaboration, il y a une marque qui remporte le game ici. Et ça, c'est très simple. Si tu as une marque plus forte que toi, en règle générale, c'est une marque qui a mieux installé ses codes que les autres. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, je prends un exemple, si ton code c'est le rose, tu es mal barré parce que le rose, il est partout, si tu veux. Tu crois que le rose, c'est le code, il faut l'installer. Donc, c'est une bataille de code, ici, une collaboration. Et celui qui gagne, c'est celui qui émerge plus que l'autre. Ce n'est pas un win-win, ce n'est pas vrai. Là, le problème, c'est que d'une part, c'est une bataille de code, mais il faut qu'il y ait un métissage. Il faut que quelque chose se crée. En fait, le luxe... Il ne faut pas que ça nie, mais il ne faut pas que ça abîme en plus l'image de la marque, alors que le but, c'est juste de faire des ventes en plus. Mais et puis, en fait, ce n'est pas forcément des ventes en plus, c'est de parler à une population, à faire de la conquête, sur une cible que tu n'as pas, par exemple. C'est du métier. Alors, en fait... C'est marrant parce que je trouve, par exemple, il y a quelque chose dont on ne parle pas. Il y a un chapitre qui est écrit dans le bouquin par Imki, qui est formidable. Imki, c'est une boîte d'IA Gen, tu vois, qui est spécialisée dans la création de vêtements et autres. Ouais. Et une application de la Gen AI, c'est justement pour réussir ces métissages. Parce que c'est du métissage. Donc, le côté positif, pas neutre, c'est-à-dire que c'est une bataille de code. Mais, in fine, ce qui est le plus important, c'est que tu cherches à créer l'exceptionnel. Tu veux un objet waouh, tu veux un objet surprenant. Là, si je prends la même chose sur la même forme noire avec du bleu, je n'ai pas de surprise en fait. Donc du coup, qui gagne entre les deux, entre Nike et Tiffany, je ne sais même pas. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt Nike parce que la forme est plus forte peut-être que le bleu Tiffany, si tu veux, de la sneaker. Mais il faut créer quelque chose un métissage. Et tu vois, par exemple, une des erreurs du luxe, j'ai vu, et pas toutes les maisons, hein, par exemple, il y a quelque chose qui m'a marqué, il y a une table ronde sur Tech for Retail sur IA et luxe. Et tu avais LVMH, Chanel et Richemont. Chanel et Richemont avaient un message, en gros, la Gen AI, c'est pas luxe. C'est pas luxe, ça ne doit pas rentrer dans la création. Par contre, le discours d'LVMH était beaucoup plus nuancé. Ils avaient une vision beaucoup plus mature de la Gen AI. Oui, ça peut rentrer en création, mais pas pour... Pas remplacer, mais enrichir un plus fort. Bon, ça, il faut faire attention sur ces discours. Il y a beaucoup qui disent ça pour après disparaître. Mais dans le luxe, ils savent très bien qu'on ne veut pas... Ce sont des outils. C'est des outils qui regarde ChatGPT, à quel point ça aide au quotidien, et ce n'est que le début. C'est un outil qui pense en plus. Mais ça, attention, moi j'ai une vision par rapport à ça qui est extrêmement réaliste. Aussi, hein. Ça remplace. Le grand remplacement, il n'existe pas au niveau des peuples. Mais par contre, oui, le grand remplacement est en marche par rapport à la Gen AI. On le voit clairement aujourd'hui. Et puis il y aura un gap. Hein. Il y a des études qui sont sorties là-dessus, hein, sur ceux qui l'utilisent, ceux qui ne l'utilisent pas. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est que comme en fait, par exemple, je prends ChatGPT,
tu rentres quand même dans un écosystème avec certaines données. Donc après, c'est aussi le versant, c'est en fait, tu ne peux pas think out of the box, tu vois. Tu restes quand même dans un clos. Donc c'est aussi le risque, c'est comme, où du coup, toutes les marques, et c'est souvent Hermès qui dit on ne fait pas de marketing, parce qu'on ne veut pas avoir une décision en fonction d'eux, mais juste en fonction de nous, notre produit. Et bien, avec la GenAI, ça peut être ça aussi le souci, c'est que du coup, si tu utilises les mêmes outils qui pensent, même si tu as des personnes derrière, en fait, tu as un socle commun qui est commun, et donc tu peux avoir des nuances, et à la fin, tu n'as plus trop de créativité, différence. Il faut prendre du recul. Mais moi, j'aime en fait, et puis il y a GenAI aujourd'hui et dans 2 ans. Tu connais la loi de Moore? Oui, voilà, complètement. Et puis, je t'avais dit, fan de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace, déjà, l'AI pensante, c'était en 1968. Hein. Donc ça ne date pas d'hier, et c'est bien plus qu'une technologie. Mais j'aime cette métaphore que m'a donnée Fred Raillard, de Fred et Farid, donc j'aime les publicitaires, et Fred, j'adore Fred. La GenAI, c'est comme une guitare électrique. Au départ, quand tu joues, t'entends rien. C'est moche. Et je vois mes étudiants qui utilisent, alors maintenant, tous, je vois des recommandations, c'est du dégueulis GenAI. Donc, c'est-à-dire que images moches, sans goût, des textes, tu vois, qui ne sont pas écrits par eux, qui ne sonnent pas eux. Alors, du coup, moi, je donne à mes profs un conseil, l'oral, le retour de l'oral. Parce que quand tu fais tout avec ChatGPT, quand tu l'as pas relu... Faut pas non plus être en handicapé où tu sais plus écrire et plus penser. La compétence de relecture est fondamentale. Il faut tout relire, corriger, et ainsi de suite. Mes étudiants, je vois des recommandations, ça n'a pas... Oui, alors l'esprit critique, j'en parle même pas. Mais en effet, tu as entièrement raison. Mais la guitare électrique, au départ, c'est moche. Mais après, tu peux faire, tu vois, des choses extraordinaires. Ça se retouche, en effet, ça se travaille, ça se sculpte. Mais j'ai vu des choses assez exceptionnelles en termes de créativité. En fait, la GenAI permet une chose, aujourd'hui en création, c'est la visualisation. Et j'ai vu, en effet, par exemple, chez Vuitton, ils me montraient, enfin, tu vois, stickers, la forme... En fait, la GenAI maison Vuitton a tous les codes Vuitton, mais du coup, tu peux dire tiens, voilà, là, j'ai les codes Vuitton, j'ai quel type de stickers, et si je mets une inspiration brutaliste en termes de design, ça donne quoi? Donc, tu vois, cette idée pour moi, c'est comme un coach, c'est R2D2, il y a un côté sparring partner de création. Tu me pousses, je regarde, tu me pousses, aujourd'hui, mais attention demain. Mais c'est vrai. Donc, je reviens par rapport à ce débat. Chanel disait, pas de GenAI. Non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et surtout, il y a quelque chose sur la GenAI, sur 2 sujets. Sur la création, d'une part. En effet, on n'a pas envie d'avoir un créateur de GenAI. Ça serait tuer l'âme du luxe. Ça serait une bêtise stratégique. Par contre, en effet, soyons clairs, la GenAI, elle est dans tous les ateliers de création. Ça, ici. Mais ici, donc, c'est un sparring partner qui permet d'aller plus loin. Mais sur la relation client, c'est juste fondamental, c'est même vital ici. Quand on voit les performances... Garder l'authenticité, c'est comme, tu sais, les égéries AI. Oui, mais ça... Après, il y a des partis pris, mais ça c'est bien pour la nouvelle génération, tu vois. Et encore. Mais moi, je trouve que du coup, tu t'identifies justement à personne, parce qu'elle n'est pas réelle. En fait, c'est culturel. Alors là... J'apporterai une nuance culturelle. Tu vois, il y a le côté gaming. Je suis toujours planeur stratégique, tu vois, avocat du cœur. Tu as raison en fonction des pays. En fait, ça dépend, en fait. Pour moi, la GenAI, elle est indispensable parce que le luxe est très mauvais en termes de canalité, en termes de service, en termes d'expérience. Aujourd'hui, pourquoi il y a une crise? Mais bien sûr, aujourd'hui, je donne un chiffre ici d'une étude du BCG qui montrait que 47% des clients du luxe étaient satisfaits de la relation omnicanale. C'est-à-dire qu'il y en a 50% qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on voit pourquoi la génération Z a quitté 50 millions le luxe en 2024. Pourquoi? Parce que l'expérience boutique, elle est mauvaise. Regarde ces exemples qu'on a à travers l'Asie de clientes Chanel qui n'ont pas été reçues pendant 2 heures. Enfin bref, il y a des cas, mais à l'infini. Donc, l'expérience omnicanale. Et pourquoi justement selon toi? Parce que le savoir-faire justement du luxe n'est pas que dans le produit, c'est de base l'expérience, c'est quand tu es reçu, c'est les petits détails, c'est un moment suspendu. Et en fait aujourd'hui, c'est quoi? Parce que c'est un peu trop industrialisé, du coup c'est... Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a une industrialisation aussi qui fait qu'aujourd'hui, en fait c'est ça, le luxe il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui est devenu une industrie de masse. Ici, il y a des centaines de millions de clients qu'il faut savoir gérer. Donc, il y a cette massification. En fait, le luxe c'est plus que les riches. A changé. Ah oui, complètement. Mais là, ils reviennent. En fait, là, avec la crise, du coup, on se reconcentre sur les riches. Bon, bref, c'est autre chose. Mais
Donc il y a ce côté aussi, arriver à avoir cette performance. Et là, on est dans une performance marketing de supply chain, vraiment dans cette globalité, j'ai envie de dire. Et le deuxièmement aussi, il y a un snobisme inhérent au luxe. C'est la partie du luxe que je n'aime pas et qu'on retrouve énormément dans les médias, cette espèce d'entrisme ici, le snobisme inhérent du luxe, il est là, il est toujours là, mais il est insupportable. Donc c'est-à-dire qu'on est inclusif dans les discours, mais des fois on n'est pas du tout inclusif dans les boutiques ici. Plus un énorme problème qui est lié à la génération Z. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de bons vendeurs dans le luxe. Or, recruter des vendeurs Z, c'est très difficile. Je vois mes étudiants, quand je leur parle de vente, alors que la vente, c'est le cœur de tout. En plus, quand tu es en crise, tu as intérêt à avoir des super vendeurs pour remonter le chiffre d'affaires. Puis en plus, si tu es le meilleur vendeur, tu deviens patron boutique, patron région, et puis après, c'est parti. En fait, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, c'est Christophe Case qui disait ça dans son épisode. Je ne me rappelle plus exactement de la statistique, mais un truc du style, un bon vendeur, ça fait x3 une vente. Bien sûr. Enfin, c'est assez dingue. Bien sûr. Et c'est là où je pense que la Gen AI, en plus, c'est peut-être la Gen AI qui va faire reconnecter les jeunes à la vente, parce que je sens dans cette génération, en tout cas mes étudiants là, qu'il y a une appétence. Vous avez compris que la Gen AI, c'est une grosse opportunité pour faire la différence par rapport aux vieux, entre guillemets, ici. Et je fais ça avec le vieux, entre guillemets, me faisant partie de ces énormes clubs ici. Mais la Gen AI au service de la vente, c'est fascinant. Tu comprends très vite ton client, tu peux aller beaucoup plus loin. Donc tu peux faire tu fais plus d'empathie, tu fais du sur-mesure. Il y a un insight clé dans la génération Z et luxe. Les Z disent, on veut l'être tous VIC. Donc tous égaux, mais tous VIC. Pour être VIC. Tous égaux. Voilà, tous égaux, mais tous... Avec un égo. Voilà, tous égaux, exactement, avec un E majuscule et tous VIC. Mais pour être tous VIC, on a intérêt d'avoir des vendeurs qui savent parfaitement utiliser la Gen AI, si tu veux. Et donc, c'est une chance générationnelle pour les Z d'être des super vendeurs. Après, il faut qu'ils le comprennent. Si on revient sur ta vie, donc là, tu fais tout ça chez Publicis. Et après, tu dis, bon, j'en ai marre. Et je suis blogueur. Ah, oui, parce voilà. que tu te dis, je me mets à mon compte et tu continues jusqu'à aujourd'hui le dark planning. Avant d'avoir dark planning, en fait, comme la publicité n'a jamais été ma passion, en fait, c'est les médias, c'est la relation à l'autre. Ça, c'est créer des choses et c'est comment tu arrives à communiquer en étant créatif. Exact, et libre. Et malin. Et libre, et libre. La notion de liberté est clé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la naissance des blogs en France, je crée Dark Planner, le premier blog d'un planeur stratégique anonyme. Anonyme, pourquoi? Personne ne savait que c'était toi? Vaguement. Enfin, il n'y avait pas écrit. Non, il n'y avait pas du tout. Okay, c'était vraiment anonyme, ça plaisait. Donc, c'était des Daft Punk. C'était à la fois le public des agences, beaucoup d'écoles. J'ai eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans le planning stratégique à cause de ce blog-là, pour découvrir le métier, justement, qui est un métier mystérieux ici. Tu ne rencontres pas beaucoup des gens. Tu fais quoi dans la vie? Oui, clairement. Alors, il y en a beaucoup plus maintenant. Et ce blog anonyme que je fais avec Thomas Mondo, donc déjà on était deux déjà sur un blog, alors que c'est hyper égo trip, on était deux ici. Et puis, très vite, il y a eu la vidéo qui est arrivée. Et j'ai créé l'émission qui me plaisait, de mes rêves. Et ça s'appelait le Cabinet des Curiosités. Cabinet des Curiosités, c'était, tu disais l'analyse, c'est ça, je pense que dans une autre vie, j'aurais peut-être voulu être psy. Je psychanalysais des stars. Donc j'ai psychanalysé des François Hollande, des NTM, des Oxmo Puccino. Tu les retrouvais sur YouTube? Oui, tu les trouves et ainsi de suite. Et c'était extraordinaire. Mais du coup, je montais. J'étais à Pigalle, justement, dans un cabaret. Par exemple, l'interview de François Hollande, à un moment donné, il est reçu par un homme à moitié à poil avec une plume dans le cul. Voilà. Donc, mais il y avait cette liberté aujourd'hui qui est complètement impossible, où je posais vraiment toutes les questions possibles, inimaginables, avec une liberté totale, mais avec un profond respect de l'autre et avec une dimension psychanalytique. Ici, des Patricia Cass, et c'était extraordinaire parce que avec beaucoup de célébrités, je suis devenu ami à cause de l'émission, comme Oxmo, comme Patricia Cass, voilà, et j'ai eu en effet Philippe Catherine, je l'ai interviewé à Pigalle, il était dans une chambre allongé complètement, et l'interview de Philippe Catherine était complètement délirant parce que j'étais tellement libre qu'en fait j'ai essayé de délirer autant que lui. Donc c'était complètement non-sensique. Et tu posais des questions très travaillées. J'étais pas la même méthode que toi, j'avais mon cahier, 40 questions. Okay. Et ma méthode d'analyse,
j'ai toujours une méthode ici qui est d'abord, j'étudie les interviews passées de l'artiste. Et je repère les moments de silence, les moments où on peut creuser plus loin. Parce que quand tu es en interview, tu vois, tu es en impro, déjà, tu n'as pas forcément l'oreille. Donc, je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup, et en fonction d'eux, je faisais 40 questions. Et là, par contre, j'écrivais chaque question et je vivais la question. Et c'était absolument kiffant. Quand tu as les 2 NTM, j'ai eu beaucoup dans l'univers du rap. J'ai vraiment pris du plaisir. IAM, donc ça c'est pour... Et là, c'était pas du tout le luxe. Oui et non, parce que en fait, parce que j'ai fait Pierre Berger, par exemple. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'interviewer Pierre Berger, qui était une expérience qui était très dure. Alors c'était sur un format. On peut le retrouver ça sur YouTube, oui, bien sûr. Okay. En fait, sur Pierre Berger, on a fait l'abécédaire. En fait, pourquoi j'ai fait l'abécédaire ? Donc je faisais A comme donc l'abécédaire Saint-Laurent par Pierre Berger. Pour une simple raison, c'est que j'avais étudié beaucoup d'interviews de sa part, et il était absolument insupportable avec les intervieweurs. Il corrigeait s'il y avait une phrase qu'il corrigeait. Enfin, vraiment dur en interview. Tu vois, chaque phrase, je vais te reprendre. Tu vois, le truc insupportable qui te fait perdre toute notion de... Tu perds le contrôle, parce que c'était un obsédé du contrôle. Et un vampire énergétique aussi. C'est-à-dire que je suis sorti de cette interview, mais avec 0 énergie. C'est vraiment un capteur d'énergie, et ainsi de suite. Génial, mais un vampire énergétique, ici. Et l'abécédaire, donc c'était pour ça. En fait, l'abécédaire, je le bloquais, en fait. Tu vois, je veux dire, A comme. Tu peux pas faire... T'as pas de commentaire, tu es obligé de répondre. Et c'était fabuleux. J'ai fait du Enrico Macias aussi. Alors, le rapport au luxe, quel est-il ? C'est la culture. C'est aujourd'hui, ce qui a réussi le luxe, ce que je dis avec la génération Z, c'est le hold-up culturel. Les marques de luxe qui réussissent aujourd'hui sont des marques qui communiquent comme de l'art, qui considèrent leur objet comme une œuvre d'art. Les modèles, c'est quoi ? Louis V, Prada, Miu Miu, Bottega Veneta. C'est celles qui marchent en plus. Exactement, mais c'est le classement. C'est celles qui ont réussi à. C'est pas un sac, c'est une œuvre d'art. Et même c'est représenté en tant que tel. Regarde aujourd'hui, tu veux un hold-up culturel, regarde Jacques Mus. Jacques Mus, pour sa montée en gamme, maintenant il défile dans des galeries d'art. Et il cite Giacometti. Donc il y a un rapport plus naturel. Oui, mais attends. Oui, mais en même temps, les marques, elles ont toutes des fondations, elles ont toutes des musées, et elles ont toutes de l'investissement, pas que dans leur histoire, mais aussi tu vois, tu regardes Fondation Cartier. T'as raison. Tout ça. Donc il y a quand même un lien là. Ça, c'est très. Oui, mais il y a toujours un lien là. Mais qui est différent. Hein. Oui. Un Jacques Mus qui va défiler dans tu vois, en fait, galerie, c'est sûr. Il y a un opportunisme beaucoup plus fort des créateurs aujourd'hui. Je vais donner un exemple très concret. Tu as raison. En effet, la Fondation Cartier et Cartier, mais sont deux choses qui sont totalement à part. Et tu vois pas Alors, est-ce que la nouvelle fondation va être plus métissée ? C'est pas du tout métissé. Et je vais prendre un exemple, justement. Je te disais que Saint-Laurent m'a toujours fasciné, donc émergé. Saint-Laurent, il y a un rapport entre Saint-Laurent et Gainsbourg. Tous deux, qui étaient des génies, se considéraient des maîtres, mais d'art mineur. Gainsbourg, il ne faisait pas de l'art, pourtant ses textes sont extraordinaires. Pour lui, la chanson, c'était de la chansonnette, entre guillemets. Il y avait la peinture tout en haut, le théâtre, la littérature. Mais jamais ils se considéraient comme des artistes, entre guillemets, mais d'art mineur. Saint-Laurent, c'est la même chose. Attention, super égaux, mais il n'allait pas se mesurer à la peinture et l'opéra. Il était au service d'eux. Là, aujourd'hui, depuis 2020, c'est ce qu'a défini Bernard Arnault. À Vuitton, nous ne sommes pas une maison de luxe, nous sommes une maison culturelle. Donc ça veut dire quoi ? LVMH n'a aucun complexe par rapport à ça. Tu vois les expositions Vuitton, tu as compris qu'un sac Vuitton, c'est un tableau ici. Donc tu vois, le rapport est totalement différent. Il y a eu pas mal de collaborations avec... Complètement. Mais la théâtralisation, les campagnes... Regarde Louis V ici. Et aujourd'hui, donc, celles qui gagnent sont... donc c'est ce rapport, c'est là. Et pour la génération Z, si tu n'es pas de l'art, tu n'es pas du luxe. Hein. Donc ça veut dire, si tu ajoutes trop modeste, ça ne va pas. Il faut avoir ce complexe de supériorité artistique. Et aujourd'hui, la bataille, si je suis plus transgénérationnel, c'est le craft contemporain, l'artisan contemporain. Alors, c'est intéressant parce que l'artisan contemporain, c'est un concept qui vient d'Hermès. Tu sais, c'est Hermès. Bien opposé la Jenny à Hermès. Voilà, donc Hermès, tu vois, c'est intéressant. Le mot luxe est interdit chez Hermès. Tu ne peux pas employer le mot luxe parce qu'Hermès est toujours à part.
Moi, chez Publicis C'est Nous, j'avais plein de marques qui venaient en disant « je veux faire du Hermès ». Ça ne marche pas, ça ne sert à rien de copier Hermès. Hermès ne peut être qu'Hermès. Et Hermès, pour moi, n'est pas vraiment une inspiration parce qu'il est unique. Donc, si tu essaies de t'inspirer d'un modèle unique, ça ne marche pas. Par contre, c'est intéressant, c'est que c'était le positionnement depuis des années chez Hermès d'artisans contemporains. Mais je trouve qu'Hermès est moins contemporain, mais plus artisan, en fait. Et je trouve que les campagnes Hermès ont perdu beaucoup d'impact. Et pour moi, ce qui résonnait chez Hermès, ce qui faisait le génie d'Hermès, c'était le thème. Chaque année, tu avais un thème différent, qui permet la réinvention. On avait l'Inde, la main. Aujourd'hui, les thèmes, c'est plutôt 24 faubourgs. Tu vois, on est sur quelque chose d'attendu, de pas exceptionnel. Non. Le thème de la main, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Le thème de l'Inde, c'est incroyable. Le thème du sport Hermès, des choses incroyables. Aujourd'hui, le thème a pratiquement disparu ici. Bref. Sauf qu'artisans contemporains, les Loewe, les Bottega Veneta de l'époque, entre guillemets, là, on tourne en décembre, même si on passe en février, peu importe, ici, ont un Jonathan Anderson, que j'adore, qui est pour moi un créateur planeur stratégique, tu vois. C'est-à-dire que quand Jonathan Anderson te parle, il te parle du monde, il te parle des gens, il a une vision sociologique, culturelle, artistique, très engagée sur le mouvement queer, ici, qui fait passer de façon très à droite, pas à la Balenciaga où tu as in your face, voilà, en fait, Demna, là, c'est plus brutal. C'est brutal, ici, c'est clivant. Mais au-delà du clivant, c'est pas grave sur le clivant, c'est plutôt la méthode où, vraiment, voilà, je suis artiste, in your face, et voilà, et je choque, ici. Je trouve beaucoup plus... c'est Marcel Duchamp, voilà, je cherchais. Balenciaga, Demna se prend pour Marcel Duchamp. Donc quand tu vois, en fait, je trouve qu'il participe... Alors, il dénonce le problème tout en participant au problème. Quand il fait ce sac de chips dans une super matière à 3 000 €, ouais, il dénonce en même temps le système tout en faisant partie d'eux. Donc c'est une vision un peu cynique. C'est du Duchamp, quoi, entre guillemets, mais c'est Duchamp qui vend. C'est pas du Duchamp artiste, si tu veux. Chez Anderson, c'est beaucoup plus subtil, le message queer, il faut le détecter, c'est pas in your face, tu le vois ici. Mais Jonathan Anderson, comme je te dis, c'est un planeur stratégique créatif parce que déjà, il a une vision extrêmement business, moi je l'étudie depuis très longtemps. Par exemple, pour sa marque Jonathan Anderson, là, par contre, pas Loewe, il nous raconte que tous les matins, il allait voir les sites e-commerce, les chiffres en termes de vente pour savoir ce qui se vend pas. Enfin, tu vois, est-ce que ça marche? Est-ce que ça parle? Voilà, parce que tu peux faire le plus beau sac au monde, si malheureusement, ça parle à personne. Est-ce que ça résonne, tu vois? Donc, tout en étant lui-même, mais il y a ce rapport à l'autre. L'autre n'est pas... Est-ce que ça a du sens? Oui, parce que beaucoup de marques de luxe détestent voir leurs clients, en fait. Hein, tu vois, c'est toujours ce rapport, voilà à quoi ressemble votre client. Il y a le fantasme de l'archétype du client, voir le client vrai. Souvent, il y a toujours un traumatisme. Non, lui, il se confronte au client, il le fait évoluer, et ainsi de suite. Mais le génie d'Anderson, au-delà de ça, donc ce planeur créatif qui a des concepts, par exemple, tu vois, la notion de consistency, enfin, tu vois, de cohérence. Je préfère le mot consistency en anglais, c'est pas par snobisme ici. Quand il fait une collaboration, tu parles de collaboration. Quand il fait une collaboration avec Murakami, et ainsi de suite, il le fait depuis 3 ans, chaque année, avec une centaine de produits à travers le monde. Et là, c'est vraiment, tu vois, une rencontre entre les deux. Ici, il fait pareil avec Ibiza. Donc, ouais, il y a cette notion de cohérence, d'amour vrai, et ainsi de suite. Mais je trouve fascinant qu'on retrouve avec De Blazy et Anderson, justement, c'est le craft contemporain. C'est qu'ils arrivent à avoir un discours du craft à mixer avec l'art contemporain. Parce que l'artisan, enfin, pour moi, il y a une caricature que je vois dans l'artisan, tu vois, c'est souvent Tod's. Tu vois, dans les grands magasins, tu as l'artisan Tod's, tu vois, qui coule là, au milieu, une espèce de curiosité avec la... Non, l'artisan chez Loewe, entre guillemets, c'est quelqu'un qui invente, qui est confronté à des délires qui sont les créateurs, mais qui font de cet artisan, qui fait une œuvre contemporaine, donc il est artiste lui-même. Donc tu vois, c'est ça le craft contemporain, comment on arrive à mixer craft et art contemporain. Et ça plaît énormément. Et tu penses que c'est pour ça que Mathieu Blazy, il arrive chez Chanel? Totalement. En fait, sur Chanel, c'est assez simple. Chanel, nous, on le voit sur le livre, si tu veux, depuis 2 ans, est attaqué en frontal. C'est une des marques les plus attaquées par l'augmentation des prix. Et la non-cohérence avec... Ouais, enfin, pour moi, c'est... Enfin, alors, bon. Vas-y. Pour moi, le problème, c'est le prix.
c'est la valeur perçue. Je parle de la valeur perçue, c'est l'alpha et l'oméga sur la génération Z. La valeur perçue doit être toujours supérieure au prix. Sauf qu'il y a eu tellement de communication sur l'augmentation délirante des prix. Il n'y a pas que Chanel, il y en a d'autres. Prada a augmenté aussi ses prix. Mais aussi ces vidéos qui disent, regarde ce sac Chanel d'il y a 10 ans, il coûte 50% moins cher et la qualité est supérieure. Ça s'est multiplié. Donc, Chanel a été attaqué très très fort sur, d'une part, l'augmentation des prix, sans augmentation de la qualité, premièrement. Deuxièmement, un manque d'audace et de créativité, de répétition. Et pour moi, Viard... Notamment qui a fait une continuité, mais qui n'a pas fait un changement. C'est ça. Et pour moi, Viard... Là, elle était là depuis des années, donc elle a continué. Très bien. Voilà, pour moi, Viard, je parlais de ma mère, c'est une couturière, c'est pas un créateur. Elle n'a pas apporté grand-chose. C'est amusant parce que elle avait... En fait, c'est toujours un collectif. Dans le luxe, on vend la personnalité idoine, tu vois. Il y a un côté un peu christique dans le luxe. C'est une bêtise. C'est un collectif. Plus que jamais. Le succès de Gucci à l'époque de Michele, c'était pas Michele seul. C'était une équipe avec un grand directeur de communication, un studio, un directeur de communication. C'est toujours un travail collectif. Mais il faut quand même un penseur à la tête. Viard n'avait pas de monde à proprement parler. Le seul moment où je trouve Viard était à l'aise, c'était justement ce qu'a fait Chanel avec le cinéma. La croisière, la collection croisière à Hollywood. Parce qu'elle vient du monde du costume. Tu vois, du costume de cinéma, de théâtre. Donc, quand tu es costumière, tu sers une idée qui vient d'un metteur en scène. Là, elle était la metteur en scène, donc c'était compliqué. Mais, donc, on reproche 3 choses à Chanel. Ton prix, ta qualité, manque de singularité, en fait d'audace créative, que Chanel a essayé de contrecarrer à travers métier d'art, qui devient hyper stratégique, métier d'art. Tu vois, les budgets de communication sont très forts dessus. Mais là, avec De Blazy, justement, tu es face à un créateur qui est obsédé par l'objet, obsédé par le craft, obsédé par l'artisanat, et qui s'imagine, non pas comme artisan à proprement parler, mais qui est un chef d'orchestre d'artisans. Il adore donner des défis. Donc il va recréer de la valeur, en fait. Ce que Chanel a perdu en valeur perçue, elle va le regagner ici. Et il va être audacieux, et en plus, c'est quelqu'un de modeste, à la base. Ouais. Donc il est modeste, c'est très très bien par rapport à la famille. C'est pour ça que je n'y croyais absolument pas, Hedi Slimane. Il a une personnalité trop forte par rapport à la famille, c'est pas possible. Je pense que c'est le casting parfait. On verra, peut-être que je peux me tromper ici. En tout cas, c'est une grosse perte pour Kering. C'est mon constat qu'il est en grande difficulté parce que si je prends Saint-Laurent aujourd'hui, Vaccarello, fait du surplace. On a l'impression que Vaccarello, Saint-Laurent est plus utile à Vaccarello que Vaccarello est utile à Saint-Laurent. On voit la stratégie de cinéma. J'ai l'impression qu'il veut faire une carrière comme metteur en scène ou producteur, en fait. Ici, Saint-Laurent est en difficulté. Les Bottega Veneta perd son génie créatif ici. Gucci, même si le problème de Gucci, c'est un bon faiseur d'objets, c'est intéressant en termes de création, mais Gucci a perdu sa dimension culturelle. Une marque de luxe, c'est un soft power culturel. Pour toi, c'est ça le problème de Gucci ? C'est un des problèmes de Gucci. Mais en tout cas, il a perdu sa patte culturelle, sa force culturelle. Il donnait le là en termes il avait une autorité culturelle à l'époque de Michele jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, et puis il y a un problème de temporalité. En fait, si je suis bassement commercial, finalement, recrutement en pleine quiet luxury, et voilà, il incarne le quiet luxury à Gucci, donc du coup, ça fait un copycat, entre guillemets, donc tu perds cette singularité-là. Donc, quand on fait Saint-Laurent qui va pas bien, Gucci qui va très mal, enfin, tu vois, quand tu fais l'ensemble, et c'est dommage parce que j'aime beaucoup Kering, il y avait ce flair qui était là. La seule maison qui marchait, c'était Bottega Veneta, à cause de son créateur, il n'est plus là. Donc, j'ai des craintes par rapport à Kering, clairement, et c'est pas bon. Donc pour toi, ce serait quoi les solutions ? Les solutions, je pense que la solution... Bottega, forcément, c'est de retrouver un créateur. Je pense que ce n'est pas qu'une notion de créateur, c'est toujours un tandem, un CEO... Ton Pierre Berger, ton Saint-Laurent. Un CEO, un créateur, c'est une question de leadership. Je pense que quand j'entends parler du leadership Kering, ça ne m'inspire pas grand-chose. Je ne vois pas une vision.
Je vois plutôt de supporter. Voilà. Ils sont je trouve qu'ils sont trop... Tu sais, ce qu'on a reproché à Kering, c'est d'être trop dans un business model de la mode, en fait, de faire de la mode et pas du luxe. Et aujourd'hui, je trouve une pensée un peu court-termiste. Donc, par exemple, il y a 2 ans, c'était élévation. Donc élévation, c'est on monte les prix. Voilà, on monte les prix. En gros, manque de bol, on fait une élévation juste quand il y a une crise en un moment. Ils ont même baissé les prix. Exactement, quite luxury. Mais moi, ça, j'avais trouvé ça génial, j'avais trouvé ça honnête. On rebaisse un prix, le coût a baissé. C'est une horreur. Ils n'auraient jamais dû faire ça. Pour moi, c'est une horreur, en fait. Baisser les prix, c'est tuer la valeur perçue. Pour moi, alors, si tu veux, c'est quoi la réponse à la crise ? Déjà, il ne faut pas non plus dramatiser. Aujourd'hui, dans le luxe, les gens sont extrêmement nerveux. Soyons clairs, alors je les vois. Ça va, hein. Oui, mais culturellement, quand tu es toi qui es une entrepreneuse, d'accord. Donc tu connais ce que c'est le leadership et le management au quotidien. Quand tu es dans un business où tu es habitué à faire plus 10 chaque année, plus 12, et tu passes à moins 3, c'est plus du tout le même management. Culturellement, ce n'est plus le management. Le luxe est habitué depuis 16 ans. Ça, c'est la première baisse depuis 15 ans, donc depuis que le luxe contemporain existe, il n'a pas connu la baisse. Quand tu gères le plus... C'est incroyable. Oui. Donc, mais culturellement, tes managers, tu flippes et c'est normal. Tu n'as pas les réflexes ici. Là, c'est la crise et donc tu ne sais pas comment faire. Et tu es dépendant des marchés boursiers qui n'ont aucune pitié, qui attendent du plus 10 et toi, tu es à moins 3. Donc, tu vois, il faut comprendre que ce n'est pas facile. Oui, mais pour le coup, tu n'as pas un groupe, je crois, de luxe qui n'est quand même pas drivé par les chiffres. Oui, bien sûr. Hermès, Richemont, Swatch Group, tout ce que tu veux, ça reste des financiers. Oui, c'est de la finance. Oui, mais Hermès, de toute façon, Hermès est une culture protestante et tu vois que chez Protestants, nous sommes des commerçants. Il y a le côté commerçant, mais c'est noble d'être commerçant. Si tu vends des bons produits avec éthique, tu es un très bon commerçant. C'est agréable d'acheter, qu'on se le bien dise. sûr, de vendre. Et de vendre. J'adore vendre mes recommandations, j'adore vendre mes dispositifs sur mesure sur le journal du luxe. C'est heureux, en fait. Bien sûr. Et après, il faut les fidéliser, et puis les voir revenir, c'est un bonheur. Mais donc, je reviens sur mon management. Ouais, vas-y. Quand tu es habitué à plus 10, tu passes à moins 3, c'est une autre façon de manager. Et ce n'est pas d'ailleurs forcément les mêmes managers. Du coup, exact. Et en plus, il y a un turnover qui est terrible. C'est pour ça que tu en as beaucoup. Mais d'un côté, c'est peut-être, tu vois, par exemple, là, pour le cas de Kering, c'est aussi une remise en question, mais qui peut redonner du frais. Et moi, j'ai hâte de voir tu vois, la créativité que ça peut leur donner. Parce que c'est dans les moments de, justement... Là, c'est le phénix. Mon obsession de la résilience. Là, on est dans un moment de résilience. Mais baisser les prix, c'est une horreur. Pourquoi ? Parce que baisser les prix, c'est remettre en question la valeur. Pourquoi cette valeur passe de 5 000 à 3 000 ? Donc, tu n'as plus confiance. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un détachement sur la génération Z, client du luxe, par rapport au luxe. Ultra informé. Qui a perdu 50 millions de clients en 2024. C'est pas rien. La réponse de baisser les prix est une connerie totale. Parce que baisser la valeur. Par contre, je pense que la vraie bataille, c'est de retrouver l'access. L'offre access. Qu'est-ce qui marche ? Et ça, c'est par différentes gammes. Et c'est par la création de nouvelles gammes. C'est pas en baissant les prix, c'est en créant de nouvelles gammes qui fixent les règles. Simplement, voilà, c'est de l'access. Ton sac vaut 2 000 €. Il est de qualité. C'est pas un sou. C'est pas un 4 000 qui est passé à 2 000. C'est vraiment... Mais ça prend du temps. Un nouvel access. Parce qu'aujourd'hui, le luxe a une double tendance qui se dit, oula, les affluents, CSP+, pour faire court, les Gen Z, ils sont plus là. On va se concentrer sur les bons vieux riches, entre guillemets. Et ça, c'est pas bon, parce que c'est toujours rapport à la jeunesse. On va faire la jeunesse, c'est l'avenir. Oui, mais on va faire un référentiel. 1968, le luxe, c'était que pour les grands bourgeois. La jeunesse brûlait du luxe. On en est loin, ici. Ça veut dire que si on se concentre sur le luxe, on va se retrouver la taille originelle. Mais sauf que la taille originelle, elle ne plaît pas à la bourse, parce que là, elle veut de la croissance, ici. Donc, se dire, on se concentre sur élévation que les riches, est une erreur. En plus, ils sont un peu plus nombreux, et tout le monde se bat sur la même cible, donc c'est un enfer ici. Et tu penses que c'est pour ça que la cosmétique, justement, marche aussi bien ? Alors voilà, j'en reviens. Tout à fait. Donc, et l'access, aujourd'hui, c'est la cosmétique, les lunettes et les espressos avec le logo, pour faire court. Donc ici, l'hospitality. Je pense que l'access, c'est pas ça. Alors, c'est très noble, les produits de beauté, il n'y a pas de souci là-dedans. Mais un access, c'est quelque chose, c'est un objet que tu gardes. Tu vois ce que je veux dire ? Il est chez toi, que tu apprends à aimer. Tu vois, tu veux ton premier sac et tu rêves au Kelly Hermès, peut-être. Mais c'était de l'Access, en fait. C'était Mercedes Access. Voilà, donc, voilà, pouf.
Donc, mais ça m'a marqué, du coup, j'ai le fantasme Mercedes qui est né comme ça. La bataille de la reconquête des affluentes et des aides ne passe pas par la cosmétique, ne passe pas par les lunettes, ne passe pas par l'espresso, mais passe par les sacs, passe par la mode, mais l'accès des produits que tu apprends à aimer pour avoir quelque chose de plus beau, entre guillemets. Et de dire on baisse les prix, c'est une catastrophe. Non, faisons des nouvelles lignes qui sont accessibles. Regardons, moi j'adore, par exemple, il y a une marque que je trouve magique, qui parle très très peu, en effet, qui fait les beaux jours du bon marché, qui est Pollen. Voilà, bon. Pollen, c'est quoi le discours? Donc, moi je trouve on dirait du Bottega ou du Louis V. Mais à 400 €. Ouais. Donc, t'es à 400 €, des produits quand même premium, de qualité. Très bonne qualité. En fait, en 2025, c'est le retour du premium. Ouais. Ralph Lauren marche très fort. Pourtant, je trouve que leurs prix sont extrêmement chers. À Ralph Lauren, tu as les deux, en fait. Tu as de l'Access et tu as Purple. C'est vrai. Tu vois, et c'est ça qui dit, tu as des meubles à 1 million. Enfin, ils ont vraiment, là, ils ont cette force-là. Mais on rentre par le premium. Il faut savoir que le gros du chiffre quand même de Ralph Lauren, c'est quand même fait avec la Vallée Village, enfin, tu vois, tout le outlet et ainsi de suite. OK, c'est un système qui est comme ça. Mais ils sont pas pour autant que leur image, elle est au contraire. Non, parce qu'il y a une grande cohérence. Enfin, si vous voulez étudier une marque qui est extraordinairement bien gérée, avec un management carré, avec une politique qui se serait inventée, c'est Ralph Lauren ici. Mais Ralph Lauren, aujourd'hui, par exemple, on parle d'esthétique. Moi, l'esthétique, c'est quelque chose qui me fascine complètement sur les jets. L'esthétique, c'est pas l'esthétique, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on mange, là où on va, pour qui on vote, qu'est-ce qu'on lit, et les designs. Et la Z, elle adore l'esthétique. Chaque Z veut son esthétique. Et quand tu es une marque de luxe... Elle veut son feed Instagram. Voilà, mais c'est ce que tu repostes. Alors moi, c'est marrant, parce que c'est ma cousine, Germaine, qui est dans le bouquin, qui fait une grande école de mode à New York. Pendant 1 an, elle me parle de l'esthétique. Je comprends pas. C'est design, l'esthétique. Et en fait, j'ai compris que c'était cet univers. En fait, tu vois, les millénials, c'est le personal branding. La marque personnelle parfaite. Réseaux sociaux. Voilà, Instagram. Donc Instagram, le monde du parfait. Tu vois, le monde qui n'existe pas, tout est parfait, ainsi de suite. La Z, c'est TikTok, c'est le monde à vivre, c'est l'immersif, c'est le lifestyle, on va dire en gros. C'est la esthétique ici. Ralph Lauren, la esthétique, elle est incroyable. Tu sais, digital, la boutique, le mansion, et ainsi de suite. Et puis, soyons clairs, aussi, la Z, elle est obsédée par l'argent. Un rapport à l'argent complètement décomplexé ici. Tu as le rêve de la esthétique Succession, la fameuse série Succession des milliardaires, si tu veux. La vraie marque Succession, c'est l'Europeana. Mais quand tu n'as pas les moyens de l'Europeana, tu es bien content d'avoir Ralph Lauren. Et tu as un bout de la esthétique ici. Donc, pour moi, baisser les prix, c'est une horreur ici. Il faut avoir un nouveau management inspirant. Et je pense que l'inspiration, je ne l'entends pas quand j'entends Kering ici, même s'il y a des gens extrêmement talentueux. Exemple, je prends un exemple, Cédric Charby, le CEO de Balenciaga. Tu vois, les 3 premières années de Balenciaga avec Charby, c'est assez incroyable, très fort conceptuellement sur la vision du monde. Mais à un moment donné, le problème de Balenciaga, c'est Demna. Pour moi, Demna doit partir vraiment de Balenciaga parce qu'il ghettoise à un moment donné. On a l'impression que... Je trouve que chez Kering, il y a un problème un peu de ghettoisation. Chez Saint-Laurent, on a l'impression que, en fait, c'est pour quelques happy few. Tu sais, par exemple, tu avais la basket là, qui était totalement abîmée à vendre. Et ça, c'était un peu, je pense, de la rébellion. Et en fait, tu veux faire de la com. En fait, je pense que tu veux faire de la com. Sauf que, et tu as peut-être un Kanye West ou je sais pas qui, ou US, tu vois, un peu une star qui va mettre ça pour faire un peu son style. Mais c'est vrai que, et c'est un parti pris, pourquoi pas, tu vois. Mais quand tu connais l'histoire, de la marque, c'est pas là. En fait, tu mets les codes de la marque où sont tels, ou peut-être on la comprend mal, mais c'est vrai qu'en plus, tu te dis, mais le luxe est censé faire rêver, et là, c'est un engagement qui ne fait pas rêver, et d'avoir une basket qui est totalement abîmée. T'as un Balenciaga schizophrénique. Quand Demna fait de la haute couture, il y a des choses de sublime, où il y a une vraie filiation, avec la réinvention avec Cristóbal Balenciaga. Mais quand... parce qu'il y a des choses de dingue. Hein. T'as vu les combinaisons tout en noir, je trouve ça incroyable. Ouais. Et où il y a un public. Mais du coup, il y a d'autres produits qui sont plus problématiques et qui sont très californiens, entre guillemets. Donc ici... Chez Saint-Laurent aussi, dans la communication, et je pense que Charby va faire changer les choses. Ici, il y a un côté, on est dans le quartier latin, il y a un côté un peu extrême. Enfin,
quand tu vois les publicités Saint-Laurent, tu n'as pas forcément envie de partager un drink avec eux. C'est tellement glacial et ainsi de suite. Saint-Laurent, c'est plus que ça. C'est mon avis en tout cas, et c'est les chiffres, parce qu'aujourd'hui, Saint-Laurent, c'est sur 2024, en tout cas, un moins 15%. C'est-à-dire que les chiffres sur Kering, il faut les avoir. On est sur Gucci à moins 30, à moins 15 sur du Saint-Laurent. Et justement, la seule marque qui sort du lot, en tout cas, c'était Bottega Veneta à plus 5%. Après, il y a des choses qui marchent très fort chez Kering, mais c'est les lunettes. Ça pose un problème pour moi. C'est bien, tant mieux, mais que ça devienne, entre guillemets, un moteur. Mais la marque Saint-Laurent est extraordinaire, la marque Balenciaga. Donc, il y a un capital, mais sauf qu'il y a une guerre. Il ne faut pas la perdre, en effet. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, justement, le journal du luxe ? Oui. Parce qu'on n'en a pas parlé. Comment c'est arrivé ? En fait, moi, donc on ne l'a pas créé. En fait, mon président, Franck Papazian, l'a racheté il y a 5 ans. En fait. Il y a eu des premiers échanges du coup, avec Laura Perrard, qui était la créatrice du Journal du Luxe et du Salon du Luxe. Économiquement, le Journal du Luxe, c'est un blog qui servait à ces événements annuels qui étaient le Salon du Luxe. Nous, on a arrêté le Salon du Luxe pour se concentrer sur le Journal du Luxe. C'est un bonheur, le Journal du Luxe, parce que, en fait, je le dis souvent, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a 2 types de médias dans le luxe. Il y a un univers, entre guillemets, de courtisans qui disent le luxe est génial. Parce qu'ils sont payés pour aussi. Oui, mais enfin bon, il n'y a pas d'esprit critique. Il n'y a aucun esprit. C'est-à-dire que tous les défilés que tu vois, c'est génial. C'est extraordinaire. Il n'y a aucun esprit critique. Donc, tu as d'un côté zéro esprit critique et de soumission, en effet, pour X raisons. Ici. Ouais, mais en même temps, s'ils te disent, il y a un défilé, je sais pas moi, Louis Vuitton, tu as un Vogue qui dit vraiment hyper décevant, qui écrit ça noir sur blanc, je pense que tu vas. Oui, mais du coup, Louis Vuitton va dire, ok, mais vous nous avez fait perdre, voilà, oui, machin. Ça s'appelle le droit d'informer. Oui, et je prends WWD qui, pour moi, m'a mais ça s'entend aussi. Il ne faut pas que ce soit gratuit. Enfin, voilà. Il faut que ce soit un peu un mix, quoi. Alors, voilà, c'est exactement la place qui m'intéresse. Donc, d'un côté, tu as les courtisans, de l'autre côté, il y a les casseurs de luxe. Donc, qui sont là Twitter, oui, même de sites qui existent, et ainsi de suite, qui sont là pour casser. Enfin, voilà, c'est toujours... Enfin, tu vois, c'est exactement... Pour dénoncer, en fait... C'est pas très positif pour le coup, c'est très négatif. Et à la fois, c'est négatif, mais très malin en termes d'algorithme, parce que l'algorithme préfère le scandale à la bénédiction. Voilà. Nous, on est au milieu. Dans le sens que le Journal du Luxe, il y a 3 dimensions pour moi. La première dimension, c'est informer. Et il y a un côté AFP. On ne donne pas notre avis, si vous voulez. C'est de la news. Moi, ça, j'adore, parce que c'est vraiment tous les jours, j'ai mes emails du Journal du Luxe, Vogue Business et Business of Fashion. Oui, puisqu'on est passé à 4 newsletters, on est passé de 1 à 4. Donc, on informe. Et ça, c'est bien, tu vois. On informe sans donner de leçons. Tu as besoin d'être informé. Exactement. Tu as besoin que surtout que Mathieu, il s'en va, il va chez Chanel. Avec un secteur qui... Là, on est presque Noël, et encore la news, et on décrypte. Donc, c'est un secteur qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est comme New York, tu vois, même jusqu'à fin juillet, ça n'arrête pas. Bon, voilà. Donc, on informe sans juger, dans une neutralité suisse. Entre guillemets, j'adore la Suisse. Mais on pense aussi, on cogite aussi. Et ça, c'est ce qu'on fait sur LinkedIn, sur les lives, par exemple. Et c'est ce qu'on fait aussi à travers, ça c'est notre création de l'année, donc je suis très fier, qui sont les trophées Journal du Luxe, qui ont célébré 10 ans de résilience, puisqu'on a 10 ans en fait. Donc, mais on va reproduire. Donc la résilience du luxe. Comme je dis, moi j'ai écrit un livre qui a marqué, si vous voulez, qui s'appelle Luxe et résilience. Luxe et résilience a gagné, j'en suis fier, je l'avoue, le prix Turgot du meilleur livre collectif. Et donc le prix Turgot, c'est un prix qui est remis par le ministère de l'économie et des finances. Et c'est la première fois qu'un livre sur le luxe a reçu un prix Turgot. Pourquoi ? Pas par sa qualité. Enfin, il y a eu des Cap Ferrare avant, ils ne l'ont pas donné. Et Cap Ferrare, pour moi, a entre guillemets pensé l'architecture ici. Parce que j'ai mis le doigt sur résilience et luxe à un moment donné, j'écris ce bouquin en plein Covid, où la seule industrie qui a tenu le coup
qui n'a pas eu besoin d'aide de l'État, était le luxe. Donc le ministère de l'économie dit, mais le luxe, c'est incroyable en fait. En effet, c'est intéressant. Et cette notion de résilience, c'est quelque chose qui s'apprend, et qui s'apprend à chaque fois. Moi, pour te dire, je travaille du lundi au dimanche. C'est quand je fais mon PowerPoint sur le livre Génération et Luxe, pour les conférences. Mais tous les jours, je le change. En fait, je suis en réinvention permanente. La résilience, c'est ça, parce que la résilience, il y a des fondamentaux, mais la majorité change en permanence. Tu vois, aujourd'hui, la résilience, pour moi, je te donne un secret de résilience, c'est pense à ton accès. Peut-être que ce ne sera plus le cas dans 3 ans. Et ça sera autre chose, peut-être que ce sera la beauté qui sera de retour. On se moque, quelle est la beauté ici? Et donc, pour moi, la mission du Journal du Luxe, vraiment, c'est d'être, donc, le territoire, ni vassal, ni casseur, si tu veux, c'est ici, mais de servir concrètement la résilience des décideurs du luxe. Et ça, c'est extrêmement important. On a cette dimension décideur. C'est d'apprendre, en fait. Apprendre, transmettre, échanger. Du vrai contenu. Et du vrai contenu et du contenu qui ose les analyses. Et beaucoup sur le live, beaucoup sur LinkedIn. En effet, personne ne croyait au live LinkedIn. On a jusqu'à 10 000 personnes qui regardent nos lives quand même. C'est quand même gigantesque ici. Où pendant 2 heures, on va cogiter sec. Et j'ai les meilleurs penseurs du luxe qui y vont, qui vont donner des présentations PowerPoint. Je suis très PowerPoint, excuse-moi, mais je vois les gens qui prennent des photos, donc il se passe quelque chose. Donc, tu vois, il y a un échange, mais en totale liberté ici. Il y a donc ces trophées Résilience et Luxe qui ont été un carton. On a eu dans la même salle Kering, Richemont, LVMH, Gemio qui ont partagé et qui sont applaudis eux-mêmes. On a célébré avec une méthodologie ici et on revient au mois de septembre. Et surtout, on est digital. Enfin, comme je dis, les racines sont hybrides. On a récupéré ça en plein Covid ici. Donc, on est devenu plus digital qu'on était. Là, on revient sur le physique. Et ce qu'on va proposer au mois de septembre prochain, c'est la réinvention du Salon du Luxe, qui était quand même un bel événement avec plus de 1200 personnes et ainsi de suite, qu'on va appeler les symposiums du luxe, où on a un concept assez étonnant, où on a un building, 4 étages, une salle de plénière, chaque étage avec une thématique, tu vois, une ruche en fait. Mais avec du contenu. Du contenu et avec du C-level. Parce que ça, là, tu parles de business. Alors attention, parce que le C-level, ça veut dire tout et rien. Parce que tu as quand même beaucoup d'événements ou de conférences avec des C-level. Et en fait, c'est vrai, mais souvent, c'est un peu boring. Ils disent toujours pareil. On apprend. Et même eux, je ne peux pas te dire, mais j'ai un CEO la dernière fois, je parlais avec lui. On s'était rencontrés à un événement. On fait un meeting tous les deux. Il me fait, Lou, t'as appris quelque chose, toi? Pour être très honnête, non, et pas moi non plus. On est dans le parler vrai. Et quand tu as quand même quelqu'un en face de toi qui te dit ça, qui en plus qui me pose la question, et je me suis dit, ils n'ont pas fait le good job parce que c'est vrai que tu es là pour apprendre des choses et avoir un moment un peu luxe, particulier avec quelqu'un d'important qui va te donner une vision particulière. Et là, tu ne l'avais pas. Donc, si tu arrives à faire ça, je pense que tu as touché à Tu as donné mon programme. Les C-level, ça va être les gens qui vont venir. Ouais. Ici. Et sur scène, et ainsi de suite. C'est un mix de penseurs qui ne sont pas forcément du sérail, d'agences, qui vont donner, d'agences, alors je pense les Accenture, les Capgemini, ainsi de suite, qui ont du jus de cerveau. Moi, tu sais, un de mes motos, c'est il est 8 heures, mon seigneur, et cogito fortis. On va réfléchir fort, et on va faire du networking aussi. Mais la plénière devant 1000 personnes, Paris Luxury Summit, qui est du Symbiose, je le fais très très bien. Moi, je veux dépasser ça, je veux créer des zones, tu vois, beaucoup plus, entre guillemets, intimes, où on peut aller beaucoup plus loin, parce que la plénière, c'est quoi? Tu parles 10 minutes, tu t'en vas, tu as un suivant. Moi, je veux creuser les choses ici. Et ça, c'est un travail de collaboration. C'est un peu comme ce podcast, c'est le fait que ce soit profond, oui, que ce soit plus long. Oui, c'est une expérience, voilà, ici, et puis de sur-mesure, surtout. Parce que, tu as raison, ça marche très très bien, les webinars. Les webinars, chez nous, alors, les lives et les webinars sont différents. Les webinars, c'est 100% de marque et le sponsor. D'accord, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, interroger marque, c'est de plus en plus compliqué. Tu le sais très bien, il faut envoyer les questions à l'avance, la spontanéité, et ainsi de suite. Donc, je prends certes du plaisir, mais on a des pépites aussi qui arrivent sur les marques. Tu vois, c'est là où il faut, tu peux, si tu es bon intervieweur ou intervieweuse, si tu as étudié, tu peux poser des questions qui peuvent amener des pépites. Moi, ce que j'aimais, ma règle d'interview, que ce soit des stars ou des patrons de marque ou des créatifs, c'est l'accident. L'ovni qui arrive, l'imprévu. Je te donne un exemple d'imprévu qui était extraordinaire. Jean-Christophe Bain,
le CEO de Bulgarie, qui est préfacier de mon livre. Très bonne préface. Mais je lui ai posé une question sur Journal du Luxe, assez très simple. Je lui ai dit, mais comment ça se passe avec Zendaya? Parce que Zendaya était Jerry. Avec Anna Tawai. Exactement. Mais vous avez aussi des chanteuses. Et en fait, là, j'ai appris quelque chose. Je dis, Zendaya, très bien, mais on comprend très vite, il m'explique en quoi une chanteuse égérie pour le luxe est beaucoup plus intéressant qu'une actrice ou un acteur. C'est fort, ça. Il explique très concrètement. Donc, il cite par rapport à... Il y en a une qui joue. Chanteuse. Donc, c'est... Qui est... Alors, la différence, en fait, c'est le live. C'est l'authenticité. Alors, mais j'ai envie de dire, c'est encore plus que ça. Dans ce bouquin, on voit vraiment la force des chanteuses. Les chanteuses gagnent tout. Que ce soit les Taylor Swift, les Olivia Rodrigo. Pour plein de raisons. Il y a la raison du live, d'abord. Une Zendaya, il ne me l'explique pas, mais on comprend. Elle a un contrat qui est extrêmement précis, mais elle ne fait pas de live, Zendaya. Elle ne fait pas du théâtre. Elle fait ce qu'on lui dit. Tu vois, un acteur, vraiment... Elle fait du théâtre. Elle est protégée. Tu vois, de cinéma, de série extrêmement protégée. Même tu vois, d'un comédien. Exactement. Okay. Elle est protégée. Donc, et quelque part, un acteur, tu reprends les mêmes schémas, en fait. Tu vois, ton rapport d'égérie, c'est que finalement, c'est extrêmement calibré. Tu ne fais pas tout là-dedans. Une chanteuse qui arrive... Si tu n'es pas bonne en live en tant que chanteuse, tu ne peux pas réussir. Et tu as l'improvisation et tu as le rapport au public. Tu sais, en effet, improviser ici. Et en fait, une chanteuse donne beaucoup plus. Donc déjà, tu as un rapport au live et un rapport à l'authenticité, qui est la clé de voûte. L'authenticité, c'est quoi? C'est terrible quand on dit aux marques, soyez authentique. Tu ne sais pas ce que c'est authentique. Mais l'authenticité, c'est une vibration, c'est une émotion. Tu vibres authentique ou tu ne l'es pas. Les chanteuses K-pop, elles sont authentiques. Une Olivia Rodrigo, ça vibre. Une Taylor Swift, ça vibre ici. Bon, ça ne fait pas dévelapper les foules pour voter Kamala Harris, mais ça vibre en tout cas pour faire des milliards de dollars ici. Tu as cette notion de vibration qui est là, ici. Et en plus, le deuxième point, quand je te parlais d'esthétique, les chanteuses, tu vois, je prends Taylor Swift, son Era Tour. Era, c'est ça, c'est une esthétique. C'est-à-dire qu'il y a une Taylor Swift en plus, elle est par album. De rien. Non, mais prends une Sabrina Carpenter, Prada, tu vois, elle se réinvente ici. Olivia Rodrigo, là, de Lancôme, elle se réinvente. Elle a une esthétique. Par exemple, dans le dernier série de concerts, moi j'adore Olivia Rodrigo, Guts, tu vois, elle s'est construite, et c'est elle, ou en tout cas son équipe, en tout cas, un peu comme la Kim Kardashian, si tu veux, on ne sait pas ce qu'elle fait, et ainsi de suite. Regarde Skims, quel succès, c'est une esthétique Skims, vraiment, ici. Mais une Olivia Rodrigo, par exemple, elle a produit, je crois, 500 produits dérivés par rapport à son concert, des foulards, mais un univers extrêmement cohérent, mais qui va se réinventer, comme fait Jonathan Anderson. En fait, Jonathan Anderson, il y a un truc formidable sur Jonathan Anderson, je reviens sur Jonathan Anderson, ça c'est la sérendipité planning, moi je fais des liens là où c'est un peu improbable, des fois je me trompe, mais il y a de la probabilité, et tant mieux. Jonathan Anderson, il a cette capacité incroyable de faire une base visuelle forte, mais toujours en réinvention. Anderson déteste la formule. Dès que tu es dans la formule, tu es mort. Ça, beaucoup de luxe se sont enfermés dans la notion de formule. Un truc qui marche et puis tu répètes, tu répètes. Et le problème, c'est que le luxe, ce n'est pas le secteur le plus audacieux ici. Il y a un côté très panurgique sur le luxe. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand tu es un média, le plus difficile, c'est d'avoir le premier client luxe. Dès que tu l'as, après, les autres suivent. Mais c'est d'avoir le premier client luxe, ici. C'est vraiment ça. Et je l'ai vécu. C'est l'industrie aussi de followers. Alors que le principe de base, c'est la singularité. Donc il y a toujours cette tension qui est là. Et tu vois, Anderson, chez Louis Vuitton, dit « Je ne veux pas être enfermé dans une formule. Dès qu'il y a une formule, c'est pas bon. » Mais le problème, c'est que le luxe s'est enfermé dans une formule, en période de croissance à deux chiffres. Quand tu es à -3, c'est encore plus difficile de sortir de la formule. Voilà. C'est hyper intéressant. Et donc, avec le journal du luxe, là, il y a vraiment ce côté... En fait, en plus, une chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est business et ça traite beaucoup de sujets. En plus, toi, sur LinkedIn, tu as vraiment cette incarnation, je trouve, avec le personal branding, évidemment les livres, mais tous tes posts. Je sais que tu es sur CB News, BFM. Oui, sur BFM Business. Ouais. Voilà. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses de côté leader d'opinion et je trouve que c'est encore plus... ça a encore plus de sens en fait par rapport au journal et je trouve que c'est génial. Télégérie. C'est l'authenticité. En fait, l'authenticité passe par l'incarnation. Ouais. Moi, j'ai appris énormément de choses en lisant
tout ce que tu écris. Merci. Bah, ouais. Mais là, tu vois, je reviens sur l'incarnation. Aujourd'hui, on veut un média authentique. S'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'authenticité, je trouve, hein, si tu veux. Alors, bien sûr, tu peux faire de l'authenticité sans incarnation, mais en plus, je viens de l'univers des blogs. Donc, les blogs, quand même, le principe, c'était le média qui est incarné. Expliquer. Voilà. Et je pousse, tu vois, d'autres talents. Aussi, en incarnation, Nicolas Rebet, le Retailoscope, il est beaucoup avec moi. Et je veux pousser d'autres talents ici. J'espère que tu en feras partie. Et, mais vraiment, tu vois, ça n'est pas mono-incarnation. Je suis vraiment. Ce livre, je l'ai écrit à 100. J'ai jamais écrit un livre seul. Toujours le collectif. Donc incarné, mais avec un collectif aussi incarné. Après, en effet, pourquoi ? Parce que je trouve, comme je te dis, je trouve qu'il y a un manque de critique par rapport au luxe. Et moi, j'aime chatouiller. Voilà, je ne sais pas, je suis profondément libre. Je n'étais pas libre chez Publicis, clairement. Parce que, mais pas à cause des clients, plus à cause du système ici. C'est comme ça. Et là, je suis libre, je m'éclate. Donc, en fait, mon rituel d'écriture, je me lève à 6 heures tous les jours et j'ai 1 heure pour dire quel est le sujet. Alors, soit j'ai le sujet avant. Donc, par exemple, là, le sujet du jour, j'ai eu l'idée à 6 heures, je l'écris, et c'est toujours 8, enfin, c'est entre 8 heures et 9 heures. Voilà. Ouais, toujours lundi, vendredi. Et de temps en temps, oui, parce que plus d'un post par jour, je trouve que ça ne marcherait pas. Le week-end, rarement. Et tu les condenses pas quelque part un peu tout ça ? Non, je pourrais, en effet, tu as raison, mais en fait… Tu sais, ouais, je sais pas, parce qu'il y a des trucs sympas dans le sens où, comme je te dis, il y a des concepts un peu qui scolaires. d'être creusés. Exactement, oui, où des fois, tu apprends des trucs, ah ouais, mais pas besoin de faire un livre de 200 pages là-dessus, mais tu apprends des choses. Et je trouve que, par exemple, un truc que j'aime bien chez toi, c'est que sur LinkedIn, tu as beaucoup de personnes qui parlent, mais en fait qui relayent des informations. Donc c'est bidon et c'est juste pour te faire une sorte de personal branding, mais en fait c'est du vent. Et tu vois, c'est pour ça que souvent, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu dois faire un peu… Et moi, je me sentais pas du tout légitime de faire ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'idée du podcast est arrivée. C'est pas moi, en fait, c'est les personnes comme toi qui vont apporter et informer. Et je trouve que offrir tu vois, des connaissances comme ça, tu pourrais le garder pour toi et pour tes clients, tu vois. Forcément, tu as aussi un intérêt business, il y a plein de choses derrière. Mais en fait, le fait que tu apprends des choses avec une totale générosité sur LinkedIn, ça, je trouve que c'est hyper fort. Et là où le lien que j'aimerais faire, c'est par rapport à l'école. Tu vois, Paris School of Luxury, l'avantage là-dessus, c'est encore une fois, c'est de la transmission. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça. Je voudrais 2 sujets pour finir. Je voudrais qu'on parle de ça et je voudrais qu'on parle de tout ce qui est beauté cosmétique. Parce que c'est lié, hein, l'école, Gen Z, etc. L'école, ce qui est génial, c'est qu'elle a vraiment un parti pris de « je ne suis pas une école business et je vais te faire une chaire LVMH », ce qui est génial. Hein. Mais le socle, c'est business. Là, le socle, c'est le luxe, c'est la beauté. Et comparé à un IFM où c'est vraiment la mode, la création, etc. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui ne dit pas, qui est ingénieur, qui est cuisinier, qui est tout ce que tu veux, qui ne dit pas « mais j'adorerais travailler dans le luxe ». Le luxe m'a toujours fasciné. Tu as plein de gens. Et puis tu regardes une boîte de luxe, tu as des ingénieurs. Enfin, tu vois, tu as de tout. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que ça émerveille les gens et tu as beaucoup de gens qui veulent travailler là-dedans et ça inspire et pourtant où aller. Et bref, en fait, c'est moi qui ai fait un monologue là-dessus, mais je trouve que l'école, ce qu'elle fait, c'est génial. Parce que je pense que tu vois, j'aurais fait une école comme ça si j'avais su, avant de faire pharmacie, etc. Attends, j'ai quel âge ? J'avais 26 ans. Donc, tu vois, il y a 8 ans, quoi. Tu fais un lien avec LinkedIn et l'école qui est assez naturel, en fait. Oui, c'est de la générosité, mais c'est aussi un laboratoire. C'est-à-dire que je suis sur LinkedIn, je ne pense pas à l'audience du tout. Je sens que je fasse 100 000 vues ou 10 000 vues, c'est la même chose, il n'y a pas un euro. Hein. Donc, vraiment ici. Mais c'est un laboratoire. C'est-à-dire que je teste des choses, je vois ça répond, je vois sur les commentaires, tu vois, enfin, pour moi, ce côté… Je reviens sur le planeur stratégique, avocat, non pas de la défense, mais tu vois, du client, le client, c'est le marché, et le marché, j'échange avec lui. Donc, chaque poste, je vois des marques qui sous-performent, qui surperforment. En fait, j'apprends énormément. Vous travaillez avec les marques. Bien sûr. C'est ça qui est un truc bien, c'est que c'est vraiment
les marques au quotidien, vous êtes avec elles. Le laboratoire, donc LinkedIn, c'est laboratoire. Le postulat de Paris School of Luxury, c'est, je me rappelle une vieille pub, Intel Inside, c'est Luxury Inside. C'est-à-dire que quand tu rentres chez PSL, tu es déjà un décideur du luxe, en fait. Même la première année. Parce que, en fait, la génération Z, elle a un complexe de supériorité créative XXL comme je n'ai jamais vu comparé aux autres générations. Vous voulez créer, voilà, les manettes tout de suite, on grille les étapes et ainsi de suite. Ok. J'ai pensé cette école avec Pierre Caillet-Jean et Franck Papazian comme un laboratoire. Ça veut dire qu'un étudiant qui rentre en première année, il sort en 5e année, il aura été challengé par 30 marques différentes pendant 5 ans, sur non pas des projets, tu vois, le truc, c'est quoi la Gen Z? Non, c'est un lancement de produit. C'est du concret, c'est du confidentiel à chaque fois. Mais ils vous donnent un vrai sujet. Je leur dis, mais on doit être utile, c'est pour ça qu'ils reviennent après. 30 marques, enfin, tu vois, chaque année, j'ai 30 marques ici qui viennent avec des liens. Oui, complètement. Avec des liens très forts avec L'Oréal, du LVMH, du Richemont, enfin bref, on est ouvert, et des indépendants aussi. Alors après, mes étudiants sont très snobs. Travaillent avec des startups, ils aiment moins, ils préfèrent avoir la grande maison et ainsi de suite. Bon, bref, c'est comme. Hein. Mais il faut. Ouais, mais souvent une startup. En fait, le truc, c'est que tu vas pas me dire le contraire. Une startup, quand elle fait travailler 50 cerveaux, elle joue sa peau. Entre guillemets. Donc elle est plus exigeante, elle donne plus entre guillemets, alors qu'une marque. Alors, les marques, elles jouent le jeu. Et puis de dire mais moi j'ai fait tout un truc pour Valentino ou Burberry, mais t'as des étoiles et puis tu fais du luxe pour aller travailler là-dedans, pas pour. Voilà. Et puis on réinvente les formats. Donc par exemple, la grande Ferté, donc Polka, qui est une marque qui va hélas mal, mais il y a 4 ans, Polka. Mes étudiants, on a été briefés sur une campagne de pub. Elle est sortie, la campagne de pub. Ils ont même fait des t-shirts ici. Donc ça, c'est extraordinaire. À coût zéro, tu imagines la chose. Oui, c'est trop bien ici. Pour elle. On a ce format, je suis très fier, sur l'IA. Je te parle beaucoup de l'IA ici. Moi, à un moment donné, j'ai longtemps voulu faire venir Microsoft à l'école parce que je suis gamer, donc j'adore la Xbox, donc voilà, de temps j'adore jouer, donc c'est normal. Non, c'est pas les PowerPoint. Voilà, non, je suis vraiment en ordre, c'est beaucoup. Moi, je plie les gonds à 21h et c'est regarder films, séries, télé, documentaires et gaming. J'ai plus beaucoup de temps, mais je suis gamer à la base. Je voulais les faire venir pour le gaming, je l'ai pas fait. Je voulais faire venir sur le Web 3. Le Web 3, je me suis totalement planté sur le Web 3. Hélas, Luxe et Digital, deuxième version, était beaucoup Web 3. Tu vois, oui, parce que c'était une trend aussi. Tout le monde y croyait. Ouais. Hein. Mais j'ai honte de me planter. Mais c'est pas grave, mais tu vois, on ne penserait pas que ça durait aussi peu de temps. Mais c'est une bulle, en fait, c'est comme la bulle Internet, un peu. Mais tu vois, pourquoi j'adorais ça? Parce qu'un métaverse, c'est une plateforme de marque vivante. C'est de faire, un métaverse, c'est le musée extraordinaire d'une marque. Donc je voyais ça, moi. Bref. Je vois Microsoft dit ouais, on veut travailler avec les étudiants, c'est plus un investissement en termes social, on aime. Marque citoyenne. Et du coup, ils sont allés même plus vite que nous. Je me suis dit, est-ce qu'il faut faire un master IA? Non, il faut IAiser l'école. On a IAisé l'école. Et puis on a créé, donc nous, notre grand rendez-vous, c'est Creative Week, donc Creative Week, semaine de créativité, compétence de supérieur de créatif, tu vois. On a fait IDEIathon. IDEIathon, c'est quoi? C'est un format qui est, pour moi, extraordinaire parce qu'elle dit beaucoup de choses sur la Gen Z. Première journée, c'est une journée de cours pour une acquisition de compétences qui amène une certification qui sera sur LinkedIn. La Gen Z, en tant que collaborateur, il y a je pense beaucoup de gens de RH qui nous écoutent. Le premier point, c'est l'argent, hein, c'est le salaire, clairement. Là, ils n'ont aucun complexe et ils ont des exigences qui sont bravo à eux, en tout cas. Le deuxième point, c'est au-delà d'un projet collectif, on dit que c'est le purpose. Le purpose, l'argent compte beaucoup plus, mais il y a quelque chose qui est plus fort que le purpose, c'est la proposition de valeur en termes de compétences. Est-ce que quand je rentre chez Dior, je vais apprendre des compétences en permanence pour être de plus en plus fort? Tu vois, cette notion de compétence d'un Z, on l'a intégrée en première journée. C'est un peu la récompense. C'est comme un jeu, hein, tu as gagné un level 2. Mardi matin, un brief. Et donc le brief, c'était The Couples, ici. The Couples vient. La CEO est une amie de longue date. À force d'avoir travaillé avec nous, elle a inscrit son fils chez nous, donc c'est une grande fierté ici. La CEO vient avec un brief très simple. E-commerce plus 10%. Qu'est-ce que je fais? Et donc tout, hein, ça peut être un bot, améliorer les retours clients. Nos étudiants ont travaillé pendant 3 jours
avec l'IA et nos coachs. Donc c'est avec coach Microsoft IA, coach PSL, pour faire une super reco, qui était le vendredi en finale. Et Microsoft vient un mois après avec un maquettage de la meilleure recommandation de nos étudiants. Ça, c'était idéaton et je suis très heureux. On a gagné un prix, une médaille délivrée par Influencia pour la meilleure innovation pédagogique dans les écoles de communication. Mais tu vois, c'est ça le côté concret. Et c'est, attention, en fait, et puis c'est ça, c'est un rapport qui est tout sauf naïf par rapport à l'IA. L'IA est une menace pour nos emplois, clairement. Si on travaille, il faut être augmenté par l'IA pour ne pas être remplacé par l'IA. Et c'est ce qu'on inculque à nos étudiants, naturellement ou pas, en fait. Certains l'ont compris. Mais tu vois, c'est ça, en fait, c'est ce laboratoire. Et les marques adorent. Et bien, on n'est pas dans une logique de share. J'y ai pensé au share, c'était extrêmement compliqué. Comme ça, on est libre, on est ouvert. Et on peut être exigeant aussi par rapport aux marques. Et elles jouent le jeu, et ça fait 8 ans que ça dure. C'est génial. Hein. Et aujourd'hui, on a des promotions de 400 étudiants, on pourrait avoir encore plus. Mais voilà, et ça, j'ai toujours la fibre, entre guillemets. J'aime transmettre, mais être professeur, ça y est, je l'ai fait. Voilà. Mais par contre, transmettre dans un cadre hyper concret comme ça j'adore, en effet. Okay. Et j'apprends beaucoup d'eux. En fait, ce livre, il est né aussi par eux. À l'intérieur, tu as, en effet, alors, j'avais écrit le Choc Z il y a 5 ans, il y avait un tiers des bouquins qui étaient écrits par mes étudiants. Donc là aussi, il y a la compétence et puis il y a la starification. Il y a l'ego. Voilà, j'ai 21 ans, j'ai écrit un livre, entre guillemets. Ah, mais c'est génial quand même. Hein. C'est une forme de transmission différente. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment bien. Enfin, je trouve que c'est vraiment créatif en fait. C'est très learning by doing aussi. Donc, nous aussi, mais il faut, attention, ça ne peut pas être que ça. Il faut avoir les fondations. Il faut avoir de la théorie, il faut avoir de l'expérience. C'est des cycles de 5 semaines. J'ai mon concret, entre guillemets, in action, et j'ai mes 5 semaines de cours et ainsi de suite. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi un peu de justement ce lien entre la Gen Z et un peu le boom qui existe depuis longtemps parce que le luxe vient par là, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur justement la cosmétique parce que Hermès, Kering aussi ont fait leur département beauté. Voilà, tout ça. Tu vois, moi je me dis, quand est-ce que Louis Vuitton vont sortir leur marque de cosmétiques, tu vois ? T'as les parfums Vuitton et ainsi de suite. Oui, et t'as aussi là, beaucoup de marques qui ont repositionné leur marque de parfumerie, qui l'ont augmentée en mode la niche. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est un sujet fondamental. Alors c'est amusant parce que la singularité, parce que quand moi j'ai vendu une école, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de titre encore. Enfin vraiment, on construit, si tu veux, on vend quelque chose qui n'existe pas encore. Cette notion de laboratoire, on l'avait déjà, mais c'est difficile. Enfin, laboratoire, il faut être dedans pour vraiment le comprendre, si tu veux. Mais le positionnement, c'était dès l'année 1, luxe, mode, beauté. Parce que je remarquais la beauté était étudiée en fin de master, tu fais 6 heures de beauté et basta. Tu vois, donc la beauté, mes étudiants, ils l'étudient de première à 5e année. Ils commencent par le maquillage, le parfum, enfin bref, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Parce que, en fait, c'est très amusant. Moi, chez Dark Planning, ma société, mon client numéro 1, c'est L'Oréal Luxe. Je leur parle luxe. Enfin voilà, Cyril Chapuis, j'étais choisi par, entre guillemets, Nicolas Hieronymus, qui m'a fait la préface de Luxe et Digital, ici. Donc, j'ai cette chance d'avoir une relation incroyable avec L'Oréal. De confiance, mais vraiment. Et c'est amusant, parce que chez Publicis, je n'ai jamais travaillé pour L'Oréal. Parce qu'on était Hermès, on ne travaillait pas pour L'Oréal. Donc vraiment, ça vient. Tu vois, en fait, j'ai vraiment un moment. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très amusant. Je vais faire confidentialité. Ici, j'ai une grande réunion. Ça m'a donné envie de partir de Publicis, entre guillemets, mais j'adore Publicis. On fait une grande réunion conciliabule avec plein d'agences, parce qu'il y a plein d'agences de Publicis. C'est quoi le positionnement Publicis, luxe digital ? Et à ce moment-là, j'avais sorti Luxe et Digital. Je dis, mais oui, alors j'ai créé un livre. Non, mais... Et à ce moment-là, mail de M. Nicolas Hieronymus qui fait une analyse complète en profondeur de Luxe et Digital. Donc je dis, là, il faut être indépendant. Mais c'est moi, L'Oréal, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai une relation de confiance et je suis seul. C'est ça. Je suis un planeur artisan et j'arrive à inspirer. Pourquoi ? Parce que il y a cet écosystème qui est là, une école. Tu vois, c'est cette collaboration que j'ai avec les étudiants, mais aussi grâce au Journal du Luxe. Le fait de pouvoir interviewer tous les présidents ou les créateurs,
c'est extraordinaire pour moi. Ils me nourrissent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas simple. Ce que tu lis, ça vient d'un échange qui est fait par les écoles, par les médias. Donc, tu vois, enfin, je suis le fruit d'un collectif. Je n'existerais pas sans le collectif et tout ça. Donc, j'ai un rapport particulier à la beauté par L'Oréal, forcément. Ou finalement, je suis un L'Oréalien sans le savoir. Donc, j'ai cette passion pour la beauté. Mais la beauté, c'est un sujet d'une importance sociologique absolument fondamentale, qui dit beaucoup de choses. Ça peut paraître superficiel. Mais c'est tout sauf superficiel, parce qu'aujourd'hui, si tu es mal dans ta peau, c'est que tu as un rapport complexe avec ta beauté. Et voilà, beauté intérieure, beauté extérieure ne font qu'un. Ça paraît comme ça ici, mais juste pour montrer que ça ne fait qu'accélérer. Millénials, génération. Mais quand tu penses que la génération alpha, donc c'est les moins de 12 ans, Toys R Us a été remplacé par Sephora. C'est les fameux Sephora Kids. Ça dit beaucoup de choses ici. Donc, il y a une fascination pour la beauté. On l'étudie de façon très, très forte. Tu parles des parfums, en effet. C'est le refus d'avoir un parfum best-seller, d'avoir la niche ici. Donc, un parfum... En fait, c'est intéressant. La Jette nous dit, il y en a marre des parfums qui se ressemblent. On veut une prise d'audace. On veut une singularité. On ne veut pas un parfum qui sent comme les autres, un peu trop, tu vois, fait par du marketing, d'où la niche, qui a remplacé le rêve de parfum sur mesure ici. Mais en même temps, la Z nous dit, le niche à 400 balles, je vais prendre un dupe à 10 balles. Donc, il y a même les copies et les dupes. Ça, les dupes, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, tu vois, il y a ce rapport à l'expression de soi par le parfum. Je ne veux pas un parfum marketing, je veux un parfum qui me ressemble. Et du coup... Les parents, ils ont tous qui sentent le oud. Ah oui, mais t'as complètement raison. Il y a des trucs, parfums qui sentent le sang, le parquet. Enfin, il y a des nuances incroyables. Et en plus, donc... je parle juste sur les parfums et je finirai par l'âge, parce que l'âge est pour moi plus important, entre guillemets. Positif comme négatif, hein, bien sûr. Moi, je suis neutral. Moi, je suis dans le neutre total. Et je ne donne aucun jamais jugement de valeur. On s'en fout de la vie d'Eric Brion. C'est le planeur, c'est voilà, toujours l'avocat. Voilà, il y a ce côté avocat là-dessus. Donc, cette notion d'expression personnelle, d'expression de soi, par le parfum, s'exprime par, en effet, je ne veux pas un parfum best-seller, mais je vais prendre quand même un parfum qui peut être Valentino, ainsi de suite, niche, mais layering aussi. Donc je fais mon propre parfum, donc je vais additionner plusieurs parfums en même temps. Il y a un parfum, la parfum c'est expression de soi, non, c'est une parfum d'émotion. Je me sens triste, j'ai un parfum de tristesse. Je me sens gai, j'ai un parfum de gaieté. Donc voilà, c'est un parfum. Après, je trouve que le rapport à l'âge, il est extrêmement compliqué sur la génération Z. La génération Z se rêve en jeunesse éternelle. Vous vous rêvez éternellement jeune ici. Et il y a un rapport à l'âge que je trouve complexe. Il y a cette expression, vous vieillissez comme le lait. Donc, et on le voit. C'est-à-dire que dès 16 ans, déjà on se trouve vieux. On voit les premières ridules, entre guillemets. Et du coup, on voit de la chirurgie esthétique qui devient un acte naturel. Je sais pas, mais en fait le problème c'est que... Mais on se regarde tout le temps, on fait des selfies tout le temps, on fait des photos voilà, de ta tenue. Moi la première, tu vois, tu as 5 photos par jour vidéo de toi, donc forcément tu vois l'évolution, hélas. Je sais quand je vois des vidéos de moi d'il y a 10 ans, j'ai peur. Donc voilà, mais vous c'est tout le temps. Donc il y a une chose qui est très viciée, je trouve, c'est ce rapport à l'âge, au vieillissement. Enfin, ton image, c'est surtout ton image. C'est ça, mais ce rapport à l'âge qui est extrême... Enfin, on est condamné à vieillir, il y a une finitude. Et c'est bien. Enfin, c'est pas quelque chose mais tu construis aussi. Oui, complètement, mais tu as ce recul-là, mais la majorité ne l'ont pas et on combat. Les reels, les machins. Et c'est pour ça que je trouve que le rapport même à l'âge, à l'autre, est plus difficile. Enfin, je veux dire, un Z, il ne faut pas lui faire de critique. Par contre, le Z, il y va, on est très vite une préhistoire, quoi. Préhistorique et vieux. Donc, il y a un rapport au vieux, je dis bien exprès, qui est très violent, très dur. Une haine de vieillir, en fait, mais qui est extrêmement dangereux parce qu'on est programmé, on ne peut rien y faire, il faut l'accepter, il faut aimer cela. Et aujourd'hui, à cause de la chirurgie esthétique et plein de choses qui est complètement, maintenant pas naturalisée, c'est horrible, et sans connaître les effets. Voilà, enfin, le Botox à 17 ans, à 18 ans, sans connaître les effets sur une jeune peau. Donc c'est absolument catastrophique. Ici. Donc, ce rapport à l'âge... En plus, après, tu ressembles à tout le monde. Oui. Elles ont toutes la même tête, le même nez, le même truc. On voit, regarde, tu vois. Et tu as moins de singularité, alors que tu peux être confiante et belle autrement. Mais tu vois, et puis ce rapport entre générations, il est compliqué. Cette peur de vieillir, en fait, la peur de vieillir va sur
la haine de ce qui est vieux. Encore, tu vois, comme j'ai peur de vieillir, ce qui pourtant, vieillit... ils veulent tous un timeless. Hein. Ah ben, alors c'est là où je déteste la notion de paradoxe, parce que le paradoxe ne sert à rien. C'est simplement non-binaire. Tu vois, tu as les deux en même temps, entre guillemets. Mais cette peur de vieillir fait un rejet, entre guillemets, de la personne qui vieillit, vieux, entre guillemets, mais qui est extrêmement dangereux. Et pour moi, un film qui est très fort là-dessus, c'est The Substance. The Substance. Je ne l'ai pas vu. Avec Demi Moore, alors qui est trop, voilà, dans le 2h30, et j'oublie l'actrice Z dessus. Margaret. Donc, voilà, exactement. Jerry Chanel. Exactement, ici. Et elle, alors, le film, l'analyse de... Enfin, tu vois, le planeur stratégique disent « Ah oui, c'est le rajeunissement ». Oui, c'est le sujet, mais l'autre sujet, c'est plutôt Margaret qui prend la place de Demi et qui veut tuer Demi. Donc, quelque part, c'est un symbole d'une guerre générationnelle aujourd'hui qui est quand même quelque chose qui n'est pas rassurant, que je trouve très, très prenant. Mais attention, hein, tu peux adorer le vintage sans pour autant... Ah ouais, ils consomment tout voilà. en seconde. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Et c'est quelque chose paradoxal, c'est contradictoire un peu. Voilà, à la limite. Mais paradoxal, si tu dis à un Z, tu touches à sa santé mentale. Donc paradoxal, c'est avoir un problème de santé mentale. Donc attention, c'est un sujet extrêmement tendu là. Mais cette approche de l'âge et de cette tension générationnelle est quelque chose qui a tendance à m'inquiéter. Et tu penses que c'est pour ça que la beauté fonctionne aussi bien ? Oui, parce que l'expression de soi et quand même la beauté, c'est la réponse, enfin l'anti-âge, voilà. Ouais. Là, donc c'est-à-dire que le soin, le maquillage, oui, la beauté, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, clairement, on l'a dit, le nouvel access du luxe, c'est la beauté. Ça, c'est depuis toujours. Mais c'est un rôle fondamental. Moi, j'ai vécu, par exemple, chez Hermès, j'ai vécu les parfums, et j'ai vu le début de lancement du maquillage, qui aujourd'hui a un énorme succès. Donc, voilà. Mais c'est à la fois quelque chose de fascinant et d'inquiétant. Ok. Et comme je te dis, cette conclusion, et ce n'est qu'un début, parce que voir encore plus jeune, que la génération alpha remplace les Toys R Us, les jouets. La génération donc alpha, les moins de 12 ans, donc ça fait de 3 à 12 ans, remplacent les influenceurs alpha. Tu vois, le jouet est remplacé par le lipstick, par le maquillage. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Voilà. En fait, c'est des enfants qui deviennent de plus en plus adultes. C'est Joël de Montgolfier qui disait ça dans son épisode. C'est tu commences à consommer à 15 ans au lieu du luxe, de 20 ans. au lieu de 20 ans ou plus. Et donc, en fait, c'est cet enfant qui veut devenir vieux, vieux adulte, avoir un Birkin ou à tel âge, avoir des trucs de grand beau. C'est la fille de Kim Kardashian sur TikTok qui faisait des tests dès l'âge de 6-7 ans et qui, au départ, c'est le mimique, tu vois, de sa mère pour devenir après. Voilà. Et après, on crée quelque chose qui... C'est assez déroutant aussi. Exactement. Ouais. Alors, pour finir, question signature, Eric, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le premier achat de luxe que tu as eu dans ta vie ? Alors, c'est pas un achat de luxe, mais pour moi, mon premier luxe, j'ai cherché, en fait, c'est... pour moi, c'est la Mercedes de mon père quand j'étais petit, entre guillemets, qui m'a marqué. Et c'est marrant parce que c'est pas du luxe, c'est du premium. Donc, on revient sur la notion... La définition capférienne du premium, c'est l'ingénieur allemand, entre guillemets. Donc pour lui, l'exemple du premium, donc c'est le premium, sa définition, c'est un produit qui est technologiquement supérieur. Donc la BMW, la Mercedes, techniquement, pas bas de gamme, ingénieur, très bonne qualité. Qualité-prix, voilà, bonne qualité-prix. Voilà, mais avec un génie technologique aussi qui va... Donc pour moi, c'est la 190, en fait, donc de mon père, en fait, 190E. C'est ça mon propre... J'ai cherché mon premier rapport. Tu l'as eu après ? Non, j'ai pas le permis, moi. Voilà, c'est une catastrophe. Le dernier. Alors c'est marrant, c'est un lien à la culture. Je le voulais depuis longtemps. C'est une Audemars Piguet Royal Oak Kasparov. Ça va. Et oui. Non, mais en plus j'ai travaillé pour Royal Oak à l'époque chez Publicis, donc pour Audemars Piguet. Donc j'avais ce fantasme-là. Et c'est marrant, qu'est-ce qui a déclenché la chose ? Oui, elle est là, magnifique, j'adore. Belle, super. Elle est trop belle. Vraiment, j'en suis fier. Tu vois, cette montre, c'est amusant parce que... Alors moi, je vais faire une confidence. Je ne suis pas fasciné par les objets de luxe. Je suis fasciné par le pouvoir qu'a le luxe sur les gens. Le luxe nous possède, entre guillemets. Et je le voulais, vraiment, cette montre. Mais l'élément déclencheur, c'est quoi ? C'est la série qui s'appelle, la mini-série sur Arte qui s'appelle Ripley, qui est sur la bataille entre Kasparov et Big Blue.
IBM. Donc c'est le match d'échecs qui a vu la défaite de Kasparov. Et la première scène, donc il a une habitude, c'est qu'il enlève sa Royal Oak, Kasparov, il la pose ici, et dans la première scène, on rentre dans la montre. Bref, c'est un super placement de produit qui m'a fait définitivement basculer, il le faut. Et 2 jours après, je l'avais. Génial. Voilà. Donc ça c'est un vrai... Puis il y a une histoire derrière. Toujours. Et un symbole. Et un lien avec la culture extrêmement important. Mais t'aimes l'horlogerie particulièrement? Parce que c'est toujours un truc de passionné, non. mais... Non, j'ai visité, j'aime les belles choses, j'adore, je trouve l'objet très très beau. Tu vois, la preuve, là il est à l'envers, pourquoi? Parce que je ne regarde pas l'heure, en fait, c'est la beauté de la chose. Surtout je me suis lavé les mains, je n'ai pas vu après. Déjà, tu l'as pas oublié là-bas, non, c'est bien. Ça c'était pas possible. Mais j'ai cette fascination du luxe, pas de l'objet en lui-même. C'est pour ça qu'en même temps, j'ai cette neutralité qui fait que je peux dire droit dans les yeux les marques, leur faire, entre guillemets, avoir un discours critique, sans être tombé dans la fascination. Une maison de luxe que tu admires particulièrement et pourquoi? Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent, j'adore leur histoire. Il y a un côté, j'adore Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Donc forcément, j'ai toujours la dent dure par rapport à Saint-Laurent. Donc j'ai une fascination Saint-Laurent, l'histoire, leur histoire, leur création. Ça veut toujours penser à Charlotte Gainsbourg, Saint-Laurent. Voilà, et puis il y a un rapport satanique chez Saint-Laurent. Donc il y a un rapport magique chez Saint-Laurent. Mystérieux. Satanique. Satanique. Oui, il y a du péché. Enfin, c'est vrai, ils auraient du mal. T'as vu là les campagnes en ce moment où tu vois les tétons. Enfin, toujours. Moi, je trouve genre, tu sais, c'est un peu le côté interdit, tu vois, sur Instagram. En plus, tu peux pas. Et tu mets ça partout dans Paris, et je trouve ça incroyable. Moi, j'adore, mais après, les gens en aiment ou n'aiment pas. Ah oui, mais tu vois, en plus, je trouve qu'il y a une série catastrophe sur Karl Lagerfeld, donc la série sur Apple+. Et, Disney+, là. Ouais, c'est Disney+. Oui, c'est Disney aussi. Non, c'est Disney+, t'as raison. Ici, où c'est terrible, on a présenté Jacques de Bacher, qui était un diable. Saint-Laurent était un diable. Il y avait même une dimension, je trouve, assez satanique. Il y a un rapport au mal, il y a un rapport assez fascinant à l'ombre et la lumière. De l'ombre sort la lumière, donc il y a du génie. Enfin bref, c'est vivant, c'est authentique. C'est l'homme en fait. Voilà, c'est l'homme, mais là, même qu'elle est niée ici. Bref, voilà, c'est une maison qui me fascine totalement. Et donc forcément, j'ai la dent dure très fort avec ça. Un énorme... Pour moi, lui, c'était vraiment un génie. Tu vois mais avec ce génie maudit de la souffrance. Voilà, dans le mal, il y a la souffrance. Il y a du mal dans Saint-Paul. Il y a du Gainsbourg aussi. Voilà. C'est cette période-là. Quelque chose de complexe, mais qui, du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça touche à beaucoup. Et les femmes Saint-Laurent, moi, si je pouvais m'habiller en Saint-Laurent tous les jours. Oui, et puis il y a un rapport au sexuel chez Saint-Laurent qui est extrêmement important, et quand présent. Avec un vélo, vraiment, il le met vraiment bien en avant. Mais voilà. Ce que tu aimes le moins dans le luxe et ce que tu adores ce que tu adores le plus. Le snobisme, clairement. Je dirais pas. Il y a un grand groupe de pillards, je ne le citerai pas, qui disait non, je parle pas au journal du luxe parce que vous êtes trop business, parce que nous on est Branchaga, ou alors il faudrait être italien. Donc ce snobisme, l'étiquette est là. Enfin, c'est plutôt logique. les gens qui travaillent dans le luxe, oui, c'est certain. Oui, et c'est souvent pas l'image des patrons, souvent. C'est ça qui est étonnant. Et puis même, tu as des équipes et des personnes dans le luxe, mais qui sont adorables. Voilà, mais je pense que super, ça sera toujours dans le luxe, parce qu'il y a toujours l'étiquette et ça. Mais je trouve que c'est surtout dans la mode. Oui, mais c'est global. Pour moi, la mode et le luxe, il y a un lien, mais c'est pas pareil non plus. Non, mais bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr. Non, mais souvent, quand tu es une marque de luxe, tu es une marque de luxe. Non, mais en plus, quand tu es snob, ça cache une médiocrité intellectuelle. Moi, j'ai rencontré des vrais génies, j'en suis loin d'en être un. Tous les génies que j'ai connus, des Oxmo Puccino, enfin bref, sont des gens qui sont hyper simples. En fait, plus ils sont... L'humilité. Il y a une humilité, l'ouverture à l'autre. En tout cas, voilà. Je déteste le snobisme. Alors que, le but du luxe, justement, c'est d'être surtout pas simple. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le luxe? Cette fascination. Mais cette fascination qui est totalement... C'est un côté fascinant. Oui, mais magique. Enfin, je reviens. Enfin, tu vois, moi, j'adore... Quand je te parle luciférien, il y a un livre extraordinaire comme Le luxe nous possède, Lucifer. Il y a ce côté magique dans le luxe, cet objet qui dépasse nos vies. Tu vois, cette montre, elle sera à quelqu'un d'autre. Il y a ce rapport à l'éternité, à la mort, à la transcendance. Bref, c'est cette dimension qui fait... En fait, si tu veux, publicitairement, dans le secteur du luxe permet d'être cultivé, intelligent.
tu peux parler de philosophie, tu peux parler de Kant, alors que beaucoup de secteurs, l'automobile, peut-être plus difficile en effet, c'est l'expérience, mais tu dois être en tout cas, même si ce que je viens de dire est extrêmement snob. Voilà, donc ça se détend. On est tous un peu snob. Voilà, forcément. Quelle est ta définition du luxe? Alors, là, Eric. Non, mais je vais fuir là-dessus sur cette question parce que je déteste la notion de définition du luxe parce que tout le monde a une définition différente. C'est très nuancé. Voilà. Le luxe, c'est l'éternité. C'est l'après-vie. Voilà. Et enfin, si tu devais entendre quelqu'un sur le podcast du luxe, ce serait qui? De vivant, accessoirement. Jonathan Anderson. Voilà. Jonathan Anderson, clairement. Parce que c'est un... Voilà, voir, peut-être que je me trompe complètement, j'ai pas eu la chance de l'interviewer, ce créateur planeur stratégique. En tout cas, c'est passionnant. Alors, c'est quelqu'un qui est extrêmement autoritaire, mais que je trouve il y a une forme en tout cas, de simplicité et en même temps très loin. Voici Jonathan Anderson, sans hésiter. Génial. Merci beaucoup, Eric. Merci pour tes questions, cet échange. On a bien rebondi. Vive le luxe. Et vive le podcast du luxe. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à laisser vos commentaires afin que nous puissions échanger tous ensemble. Ça nous motive et c'est ce qui fera aussi rayonner le podcast. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram, à LinkedIn. Ce sera un plaisir de discuter de luxe avec vous. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode aussi exceptionnel que celui-ci.